Bonjour Monsieur Teilhard, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons ce matin pour ce second webinaire consacré à la plateforme et à la procédure 2026. Nous avons consacré notre premier temps d'échange à la présentation générale de la 9e session de Parcoursup. Nous nous attacherons aujourd'hui à cette seconde phase du calendrier Parcoursup qui a débuté le 19 janvier et qui s'achèvera le 1er avril, phase qui englobe à la fois l'inscription sur Parcoursup, la formulation des vœux, la finalisation du dossier et la confirmation des vœux. Parcoursup est une plateforme faite pour l'usager, c'est-à-dire le candidat. Le pilotage de Parcoursup suppose de rechercher en permanence un point d'équilibre entre les attentes des candidats, les attentes des formations du supérieur, puis les attentes du système qui a besoin de fonctionner efficacement. C'est ce qui pousse les équipes de Parcoursup à améliorer sans cesse la plateforme en s'appuyant notamment, mais pas seulement, sur les retours d'expérience des candidats de la session précédente. C'est donc tout naturellement, Monsieur Teilhard, que vous nous présenterez les nouveautés de Parcoursup 2026 s'il y en a, ainsi que les évolutions et les améliorations apportées par rapport à 2025. Vous développerez ensuite tous les points essentiels de cette seconde phase du calendrier de la plateforme, qui sont comment m'y retrouver et me servir utilement de la carte des formations pour approfondir mon projet d'orientation, quels sont les moyens et les outils mis à ma disposition pour ce faire, l'analyse des critères de candidature et des chiffres d'accès à la formation est-elle essentielle pour faire mes vœux, quelles sont les étapes de mon inscription, comment formuler et confirmer mes vœux et mes sous-vœux, quelles sont les formations concernées par les vœux multiples, quelle est la différence entre formation sélective et formation non sélective, comment formuler des vœux en apprentissage, quels sont les éléments transmis aux formations du supérieur, existe-t-il un accompagnement des candidats en situation de handicap ou atteints d'un trouble de santé invalidant, quels sont les interlocuteurs privilégiés des jeunes et de leurs familles. Voilà en quelques mots les thèmes qui seront abordés aujourd'hui. Nous n'évoquerons pas la phase d'admission et de réponse des formations du supérieur, puisque celle-ci fera l'objet d'un échange dédié le jeudi 28 mai. Bonjour à toutes et tous. Alors, il est toujours temps de vous souhaiter une très bonne et heureuse année. J'allais vous dire, sans jeu de mots, des bons vœux pour cette année 2026. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avec quelques rappels au début pour bien se repositionner, apprendre à manipuler la carte des formations de manière à ce que vous soyez à l'aise, et puis on fera des petites pauses de questions pour répondre à vos attentes. D'abord, rappel, Parcoursup, c'est d'abord un outil de simplification des démarches pour vos enfants, une seule procédure, un seul dossier à constituer, quel que soit le nombre de formations qui vous intéresse, un seul calendrier à avoir en tête et à appréhender. Une offre de formation diversifiée, c'est presque 25 000 formations avec des diplômes nationaux, des diplômes d'établissement, des formations sous statut étudiant ou en apprentissage. Les modalités pédagogiques sont très diverses dans le supérieur et Parcoursup le reflète. Un cadre de présentation unique, c'est-à-dire que parce que la diversité est une réalité du monde de l'enseignement supérieur, sur Parcoursup, on a fait le choix, au contraire, d'apporter une modalité de présentation qui soit systématiquement la même, quelle que soit la formation que vous regardez. Ce qui est important, c'est de vous permettre de voir les informations essentielles très vite et de comparer entre les formations. Et puis, Parcoursup, ça n'est pas que un espace dédié à la présentation des formations. Parcoursup, c'est aussi une stratégie d'accompagnement de vos enfants au lycée, d'accompagnement en ligne via un lien numéro vert sur les réseaux sociaux. On a une stratégie d'accompagnement multicanal parce que vous êtes extrêmement divers, hétérogènes dans vos attentes et vos demandes, et il faut essayer de s'adapter à cette réalité. Vous avez aussi des outils et conseils pour comprendre des quiz, des vidéos, des éléments qui sont dans le dossier de votre élève, qui peuvent être sur le site Parcoursup que nous relayerons sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les utiliser au maximum. Et puis, je le fais ce petit rappel dans le bandeau orange ou rose. Alors, je suis
j'ai pas une bonne vue, je sais jamais quelle couleur c'est. Mais enfin, voilà, c'est entre les deux, on va dire. Parcoursup ne fait jamais l'analyse des candidatures. Ce sont des enseignants des formations supérieures qui le font. Donc, les rumeurs que vous entendez sur Parcoursup m'a tué, j'allais vous dire pour prendre une expression que tout le monde connaît, en fait, ça n'existe pas. Ce sont bien des enseignants qui font l'analyse, qui définissent des critères, et nous, nous rendons compte. Donc, nous sommes le messager, nous ne sommes pas le porteur du message et celui qui l'a fait. Diapo suivante, c'est un petit coup d'œil sur le calendrier. On est en période bleue de Picasso. Elle commence le 19 janvier, c'était lundi dernier. Elle s'étendra jusqu'au 12 mars pour formuler des vœux, jusqu'au 1er avril pour finaliser le dossier. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette séance. Et comme l'a dit Madame Aroutunian tout à l'heure, phase d'admission qui débute entre le 2 juin et jusqu'au 11 juillet. On se retrouvera à la fin du mois de mai pour en parler tous ensemble et vous permettre d'appréhender de la meilleure manière qui soit cette dernière phase. Diapo suivante. Je vous ai parlé de 25 000 formations qui dispensent des diplômes nationaux ou d'établissement. Elles se distinguent en deux catégories. Formation sous statut apprenti, j'y reviendrai juste après. Et puis les formations sous statut étudiant avec deux distinctions que vous devez avoir en tête. Alors sous statut étudiant, ça veut dire que l'étudiant est à plein temps dans un enseignement académique. Formation sélective d'abord, les formations les plus nombreuses, vous les voyez, je pense que vous connaissez tous beaucoup d'entre elles depuis toujours. Ça veut dire sélectif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enseignants sélectionnent les dossiers et donc peuvent apporter des réponses négatives. Vous n'êtes pas classé en quelque sorte. Les licences, formation non sélectives, les licences, avec notamment la nouvelle licence professorat des écoles, la LPE, que j'ai mise en exergue en quelque sorte, les parcours d'accès santé. Là, c'est non sélectif. Alors, c'est un peu comme on dit les faux amis en anglais. Non sélectif ne veut pas dire que ça n'est pas demandé et que tout le monde y a accès. Simplement, toutes les formations de licence vont classer toutes les candidatures. Elles ne peuvent pas ne pas classer une candidature. Elles vont donc toutes les classer et seront admis. Il y a une admission jusqu'à la hauteur de la capacité d'accueil. L'université, pour une formation à 350 places, on ne peut pas prendre 351 étudiants. Voilà, c'est ça le principe. Mais ceci étant, toutes les candidatures sont classées. C'est important de garder cette distinction en tête parce que vous verrez tout à l'heure, ça a une importance notamment parce que sur les formations non sélectives, il y a les priorités géographiques qui s'appliquent. Donc retenez dans un coin de tête cette distinction formation non sélective et sélective. Vous verrez que c'est indiqué aussi sur Parcoursup. Diapo suivante, un petit focus sur les formations que j'évoquais en apprentissage. C'est près de 11 000. C'est essentiellement dans les BTS et dans les bachelors universitaires de technologie. Ça peut être aussi mention complémentaire qu'on appelle maintenant certificat de spécialisation, des titres professionnels. Il y a parfois même à l'université, vous avez des DUST en apprentissage. Je pense notamment à ceux qui soient faits préparateurs en pharmacie. Qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage? C'est à la fois être un étudiant, mais aussi un salarié, parce que vous alternez une formation pratique de salarié chez un employeur avec une formation théorique académique auprès d'un centre de formation d'apprentis. Ce qui distingue l'apprentissage au-delà de cette modalité pédagogique, de ce statut différent, c'est le fait que l'apprenti doit signer un contrat d'apprentissage avec un employeur. Donc, sur les formations sous statut étudiant, vous faites des vœux, vous recevez des propositions et vous prononcez en fonction des propositions reçues. Pour l'apprentissage, c'est un peu différent. C'est d'ailleurs un dossier distinct dans votre dossier Parcoursup, dans lequel vous faites des vœux auprès de centres de formation d'apprentis, vous recevez une forme de réponse sous forme validée sous réserve de contrat. Ça veut dire que vous devez trouver un employeur d'apprenti pour recevoir une proposition dans ce domaine. Et moi, je le conseillerais toujours aux parents, puisqu'en fait, vous pouvez passer, je vous donne un exemple, le BTS Commerce International. Dans le même lycée, vous pouvez formuler un vœu pour la formation de BTS Commerce International sous statut étudiant et la même formation en apprentissage. Le conseil que je peux donner aux parents, aux lycéens qui sont là ce matin, c'est vous faites les vœux dans les deux types de formations. Et puis, ça sécurisera sans doute sur la formation sous statut étudiant une perspective pour la rentrée, et ça ne vous empêche pas en parallèle de chercher un employeur d'apprenti. Et si vous le trouvez, eh bien, vous recevrez la proposition en apprentissage, et à ce moment-là, vous pourrez, en quelque sorte, j'allais dire, changer de formation, basculer sur la formation en apprentissage plutôt que la formation sous statut étudiant.
Les établissements auprès desquels les jeunes font des candidatures accompagnent les candidats pour trouver un employeur. Ça fait partie de leur mission légale. Et sur parcoursup.gouv.fr, vous trouvez des ressources, il y a une petite vidéo, il y a des éléments, comment on fait un CV auprès d'un employeur. Voilà, tout un tas de petits bonnes références en quelque sorte pour aider les élèves. Diapo suivante, on va rentrer dans l'étape de se servir de la carte des formations pour approfondir son projet d'orientation. C'est sans doute ce que vous avez déjà fait depuis le 17 décembre, mais je vais vous donner peut-être quelques clés de lecture de cet environnement. Si on passe à la diapo 7, d'abord, voilà, le moteur de recherche, vous le retrouvez en image incrustée en quelque sorte. Il a cette tête-là, en quelque sorte. Il est fait pour rechercher une formation. Vous pouvez utiliser des mots-clés, vous pouvez utiliser des filtres, les spécialités. Vous avez notamment tout un tas d'aménagements. Aménagement, je cherche des formations à distance, je cherche des formations partiellement à distance, je cherche des formations avec des aménagements pour les sportifs de haut niveau ou les artistes. Je cherche uniquement des licences, je cherche uniquement des établissements publics. Voilà, on essaye de varier. Donc, vous pouvez vous en servir pour affiner les résultats de votre recherche en zoomant sur la carte. L'objectif est toujours d'essayer d'ouvrir les chakras, les possibilités, les perspectives, pour éviter un comportement que l'on connaît des lycéens, c'est je ne connais qu'un seul chemin pour aller à Rome, donc une seule formation pour aller à un environnement professionnel, alors que la vérité, c'est qu'il y a souvent plusieurs formations pour aller vers un même environnement professionnel. Et donc, plus on vous aide à découvrir des formations, plus on est dans la mission qui nous est impartie. Vous pouvez, à partir de ce moteur de recherche, vous enregistrer des favoris. Il y a un petit cœur, comme dans les principes de fonctionnement d'Internet. Et puis, vous pouvez comparer les formations entre elles. Pour tous les parents qui ont déjà acheté un réfrigérateur, un portable ou encore une machine à laver, vous y retrouverez des principes de fonctionnement identiques. On vous permet de comparer 5 types de formations. C'est très utile parce que ça permet de se fixer les choses. On les compare, les frais de scolarité, est-ce qu'il y a une labellisation du ministère, quel est le statut de l'établissement, est-ce qu'on y reçoit des boursiers, est-ce qu'il y a un internat, pas d'internat. Voilà, ces éléments-là. Vous pouvez comparer 5 formations de visu et 2 quand on est sur un portable, parce qu'évidemment l'espace est plus contraint. Si on passe à la diapo suivante, vous voyez tout de suite une extraction. Quand vous faites des recherches, vous arrivez toujours à une petite fenêtre. Il y a plein de petites pastilles, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas s'il y a un terme utilisé que je n'ai pas, mais dans lequel vous retrouvez à la fois le nom de la formation, vous retrouvez s'il est son statut, par exemple là c'est le statut public, vous voyez s'afficher en haut à gauche. Vous retrouvez le petit cœur qui est en haut à droite, qui est un signal de favori. Quand vous cliquez sur le petit cœur, vous pouvez vous mettre des annotations personnelles. Vous pouvez vous noter un élément qui vous intéresse et que vous allez aller rechercher au moment où vous irez peut-être par une journée porte ouverte. Vous verrez que vous avez ajouté au comparateur qui est en bas, qui permet précisément d'intégrer cette formation parmi les 5 que vous allez comparer. Et puis, vous avez peut-être un petit accordéon sur les formations similaires qui vous permet de voir ce que Parcoursup vous propose, peut-être de formations similaires à l'UFR de sciences humaines et sociales sur Nancy. Élément important, vous voyez, vous avez le taux d'accès. Il est décliné par type de baccalauréat avec 3 couleurs selon les types de baccalauréat. Qu'est-ce que c'est que le taux d'accès? C'est quelque chose qui peut être intéressant et donc important à bien comprendre. Le taux d'accès, c'est la proportion de candidats de ce baccalauréat qui a reçu une proposition d'admission dans cette formation. C'est un élément très instructif parce qu'évidemment, quand vous avez 100%, alors là, honnêtement, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai pris une formation au hasard quand j'ai fait ma capture d'écran, il y a 3 fois 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette formation accueille tous ces candidats. Tous les candidats ont trouvé une proposition d'admission. Évidemment, si vous avez 5% dans une formation, vous avez compris que c'était un peu l'inverse. Il n'y a que 5% des candidats. Et évidemment, la consultation de ce taux d'accès, qui est d'ajouter dans le comparateur, ça vous permet de peut-être diversifier vos vœux en ayant des vœux avec peut-être très demandés, des formations très demandées, des formations un peu moins demandées. C'est ce qu'on appellera un peu tout au long de notre échange un panier de vœux dans lequel vous avez des vœux d'ambition, des vœux réalistes, des vœux de sécurité. Il n'y a aucune règle sur Parcoursup pour vous imposer il faut 3 vœux ambitieux, 3 vœux, etc. Non, c'est vous qui déterminez en fonction. Moi, ce que je vous encourage par contre toujours à faire, c'est à diversifier. Quand vous diversifiez vos vœux, quand vous diversifiez vos vœux avant
la fin de la formulation des vœux, vous vous donnez plus de possibilités de choix dans les réponses qui vous seront faites au mois de juin. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, n'injuriez pas l'avenir, diversifiez vos vœux de manière à vous avoir plus de possibilités au mois de juin. Diapo 9. Quand vous avez cliqué, alors peut-être si on revient sur la diapo 8, comme ça je vous montre le lien à tous, vous voyez le bandeau noir voir la formation. Quand vous cliquez sur voir la formation, absolument, eh bien on bascule sur la diapo 9 et on voit d'abord la présentation de la formation. Elle est systématiquement la même dans l'encadré qui vous est présenté, avec un bandeau transversal qui s'appelle la carte d'identité de la formation, dans lequel on a voulu mettre des informations essentielles sur le nom d'établissement, sur son statut, sur sa capacité d'accueil, sur c'est une formation sélective ou non sélective par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un label du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace délivré sur cette formation? Voilà. Et puis, vous avez en dessous, toujours en horizontal, 6 petites pastilles qui sont toujours les mêmes sur Parcoursup, dans lesquelles vous pouvez passer de l'une à l'autre. Évidemment, vous ne m'avez pas encore posé la question, mais je la devine. Certains nous disent, mais il y a des formations qui ne sont pas sur Parcoursup. Oui, c'est vrai, elles existent. Alors, ne vous laissez pas enfumer, je vais dire ça comme ça. Les formations qui ne sont pas sur Parcoursup, c'est parce qu'elles n'ont pas le droit d'y être. Alors, ils peuvent vous raconter une autre histoire en vous expliquant qu'ils ont voulu s'extraire pour vous donner plus de marge de liberté. C'est parfois aussi pour vous permettre souvent de payer plus tôt. Il faut bien avoir en tête que les formations en dehors de Parcoursup, elles n'offrent pas les mêmes garanties en termes de diplôme. Elles peuvent, le cas échéant, vous demander des acomptes à régler dès le mois de février. Ça n'est pas ce qu'on vous demande sur Parcoursup. Et où il y a un petit guide que l'on a fait d'ailleurs avec la contribution des collègues de la PEP, de manière ça s'appelle les bons réflexes, pour que quand vous choisissez un établissement, eh bien vous ayez les bons réflexes, les bons questionnements. Vous avez le droit d'aller en dehors de Parcoursup, moi je vous en veux pas. Simplement, il faut savoir où vous mettez les pieds et donc il faut poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions pour bien faire la différence entre ce qui vous intéresse et puis ce qui vous paraît pas complètement être crédible. Diapo 10. On arrive à cette fiche de formation. Dans les 6 onglets que je vous ai montrés, eh bien vous avez l'occasion de découvrir la formation, de comprendre les critères d'analyse, d'identifier les modalités de candidature. C'est très important parce que il y a des formations sur Parcoursup qui vont avoir un process de sélection, les formations sélectives avec des concours, des entretiens et concours écrits, épreuves orales. Eh bien, les modalités de ces candidatures, parfois les frais associés à l'organisation de ces candidatures-là et de ces concours seront indiqués sur la fiche de formation Parcoursup. Ça n'est pas Parcoursup qui décide que des formations ont des frais de dossier. Ce sont ces formations-là qui le décident elles-mêmes. Mais simplement, nous, ce qu'on leur impose, c'est de dire la vérité du prix et d'afficher la réalité de manière à ce que, quand votre enfant avec vous fait ses vœux, vous ayez fait des vœux en toute connaissance de cause. Vous aurez des informations sur les débouchés et y compris des contacts. C'est très important d'échanger et notamment un référent handicap. J'y reviendrai à travers une diapo spécifique sur l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Mais vous avez déjà là les éléments généraux. Diapo 11, on rentre tout de suite dans le concret. Modalité d'examen, je l'ai un peu déjà dit. Vous avez 2 types, soit les formations sélectives qui peuvent faire de l'examen sur dossier ou avec concours épreuves orales, et puis les formations non sélectives qui, elles, ont qu'un examen uniquement sur dossier. Mais par contre, dans les réponses qu'elles peuvent formuler, il peut y avoir des réponses qu'on appelle oui-si, ça, on en parlera abondamment au mois de mai. Des réponses oui-si, c'est lorsque la formation conditionne en quelque sorte l'acceptation que vous devez faire pour elle au suivi d'un programme d'accompagnement pour aider un élève peut-être fragile à réussir dans son cycle de licence. Diapo 12, on va voir des exemples concrets. Je vais m'attarder sur 2 onglets qui me paraissent particulièrement importants. Le premier onglet, c'est comprendre les critères d'analyse des candidatures. Et puis ensuite, on passera à 2 diapos sur visualiser les chiffres d'accès à la formation, qui est la 4e petite tuile. Donc sur la première, là, on est sur comprendre les critères d'analyse des candidatures, pardon. 3 éléments que vous pouvez regarder et consulter. D'abord, ce que vous voyez avec l'accolade à 100%, c'est la photographie sur la formation de quels sont globalement les thèmes qui sont dans ces critères d'analyse.
Vous avez à la fois des résultats scolaires, là, dans l'exemple pris, là, encore une fois, au hasard, c'est 70%. Ça peut évidemment varier, mais il peut y avoir aussi méthode de travail, savoir-être, motivation, engagement. Le résultat fait toujours 100, mais évidemment, ça peut être variable selon d'une formation ou l'autre, ce qu'ils ont décidé de prendre en compte. Vous avez à droite un encart conseil aux candidats, et qui me paraît, moi, intéressant à consulter parce que ce sont une appréciation des enseignants du supérieur au regard de leur expérience passée, celle de 2025 ou antérieurement, avec des messages destinés aux candidats de 2026. Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qu'ils veulent faire passer comme type de message? Soyez-y attentifs. Et puis, vous avez en dessous le détail de la grille d'analyse de candidature. Vous voyez, c'est là, je vais commencer par résultats scolaires. On a vu que c'était 70% dans l'accolade. Alors, j'ai mis qu'une seule ligne là pour pas abuser, mais autrement, sur le site, évidemment, vous retrouverez plus de détails. Eh bien, là, les résultats scolaires, ça veut dire les notes de français, d'histoire géo et de philosophie qui sont retirées des bulletins scolaires. Et puis, c'est une appréciation de grande importance et essentielle, cette note-là. Voilà. Donc, ça vous donne un élément d'éclairage pour vous situer, pour chaque votre enfant se situe. Donc, trois éléments. D'abord, un focus global sur les éléments d'appréciation, ensuite du détail, et puis des conseils aux candidats que formulent directement les enseignants. Passons ensuite à la slide 13 avec une vision sur visualiser les chiffres d'accès à la formation. Cette information, elle est importante. On l'a mise en exergue pour pouvoir finalement répondre à un questionnement de vos enfants. Ils ont deux questions essentielles. La première, c'est quels sont les critères? On l'a vu juste avant. La deuxième, c'est est-ce que j'ai des possibilités d'être admis dans cette formation? C'est à cette question qu'on a essayé de répondre. Je vais le faire en deux temps pour que vous ayez bien l'occasion de comprendre. Premier élément qu'on affiche, alors, c'est les chiffres globaux d'accès à la formation de l'année précédente. Alors là, la diapo montre 2024 parce que j'ai fait une extraction, c'était au mois de décembre, mais maintenant, les chiffres que vous voyez, c'est les chiffres de la formation en 2025, précisément parce qu'on est en 2026, on a basculé. Mais le principe de fonctionnement reste le même. Et vous voyez le nombre de candidats au global, le nombre de candidats qui ont reçu une proposition, le nombre de ceux qui ont accepté une proposition. Et puis, une fois que le lycéen a choisi sa série de baccalauréat, ce que vous voyez à droite de l'écran, il a choisi le bac général là dans cet exemple, mais il pourrait choisir un autre évidemment, et chez chacun qui le donne, eh bien lui apparaît le focus en quelque sorte, donc une déclinaison des chiffres qui sont à gauche, là avec le focus pour les lycéens du bac général, et vous retrouvez là le taux d'accès qui est affiché, qui est le même que celui qu'on a vu sur la petite vignette tout à l'heure. Diapo suivante, une fois que vous avez défini que vous étiez en bac général, eh bien là, je vous montre ce qu'on appelle le simulateur dans Parcoursup qui vous permet de le personnaliser à votre situation. Premier élément, voyez là dans cette première rubrique qui vous est montrée sur la gauche, vous pouvez renseigner vos deux enseignements de spécialité. Et puis, donc là, c'est mathématiques et SES. Et puis, vous renseignez un niveau de moyenne générale avec un petit onglet horizontal dans lequel que vous pouvez faire bouger entre 8 et 20. Alors, moyenne générale, c'est moyenne de trimestre de terminale, sans option et sans coefficient. Donc c'est de la matière brute, on va dire ça comme ça. Et quand vous cliquez sur le petit bouton voir le résultat qui se trouve là, qui vous est indiqué à travers le petit, je ne sais plus comment on appelle ça, vous avez le résultat qui s'affiche dans la colonne du milieu. Et qu'est-ce qu'on vous donne? On vous dit que pour ce lycéen qui, je crois, a 15 de moyenne générale et a mathématiques et SES, dans la formation sur laquelle il a fait l'interrogation, les élèves qui lui ressemblaient au cours des 3 dernières années ont eu régulièrement des propositions et on donne des conseils. Ça veut dire que on peut encourager cet élève à faire des vœux, mais que sans doute, compte tenu du fait que régulièrement, eh bien, il a intérêt sans doute à aller bien regarder les critères de la formation et à peut-être diversifier ses vœux, à ne pas se contenter à faire des vœux, parce que si je prends, et vous voyez qu'il y a une gradation sur ce qui s'est affiché en haut, vous avez 5 catégories. Oui, ça fait 5. Vous avez rarement c'est entre 0 et 5%, occasionnellement c'est entre 5 et 20%, régulièrement c'est entre 20 et 49,9%, plus de 50%, ça parle de soi-même, plus de 80%, là aussi c'est clair.
Pourquoi on a mis ces appellations-là? Et certains se disent, mais pourquoi ils n'ont pas mis des chiffres? C'est quand même plus simple, etc. Ben, en fait, au départ, on avait mis des chiffres et ce sont les lycéens, puisqu'on a construit cette présentation avec les lycéens, et ce sont les lycéens eux-mêmes qui nous ont dit que les chiffres, ça leur parlait moins que des terminologies, des mots, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que on en est arrivé là. Deux éléments d'appréciation. J'ai évoqué que c'était la moyenne générale, donc vous, évidemment, vous pouvez la bouger, vous pouvez faire 4 fois l'exercice. L'an dernier, il a été utilisé à près de 15 millions de fois. Donc, c'est vous dire qu'il y a beaucoup d'élèves et de familles qui ont testé. Ce que ça vous donne, ça n'est pas une prédiction. Je ne suis pas Madame Irma, et d'ailleurs, il n'y a pas de soleil là où je suis, mais on vous donne une photographie du rétroviseur de manière nette et précise. Et ça, je crois que c'est important. Ce sont les candidats qui avaient le même profil que vous. L'objectif, c'est pas vous donner un élément d'une précision chirurgicale. L'objectif, c'est vous donner une appréciation pour vous guider dans votre réflexion et pour vous encourager soit à dépasser une autocensure. Par exemple, vous vous disiez, ouais, mais je suis intéressé par cette formation, mais évidemment, j'ai pas le niveau pour y rentrer. Eh bien, peut-être verrez-vous que vous avez le niveau pour y rentrer. Et puis, l'autre comportement, c'est celui qui dit, bah, j'arrive sur Parcoursup en disant, de toute façon, moi, je fais qu'un vœu, je suis très bon et je suis le meilleur de mon lycée, donc je fais qu'un seul vœu. Bah, en fait, c'est souvent une grosse prise de risque, donc il faut diversifier les vœux. Et si vous êtes premier de votre lycée, ce qui est très bien, il y a beaucoup d'autres qui sont premiers de leur lycée aussi et qui sont peut-être intéressés par les mêmes formations que vous. Donc, évitez le comportement à risque consistant à trop limiter le champ de vos vœux. Cette information-là, évidemment, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé d'une moyenne générale. Si votre moyenne générale est gonflée à l'hélium par la note d'EPS et d'EMC et que vous voulez aller dans des matières scientifiques, là où vous êtes beaucoup moins brillant, bah, ne vous étonnez pas que l'information qu'on vous donne est peut-être un peu biaisée, parce qu'évidemment, il faut regarder les critères. Il faut que les critères soient en correspondance avec les éléments forts de votre moyenne. Et puis, j'ai pas encore évoqué ce qu'on voit à droite sur l'écran, qui est important. D'abord, vous voyez là une projection de ceux qui ont accepté de venir dans cette formation. C'est important parce que c'est peut-être pas forcément toujours les mêmes que ceux que vous avez vus au milieu qui ont reçu des propositions. Je vous donne un cas de figure. Des enseignants ont ciblé un public et donc qui reçoit plus de 80% des propositions d'admission, mais en fait, vous voyez qu'il ne vient pas dans cette formation parce qu'il va ailleurs. Et ça, vous le voyez en différenciant ce que vous voyez entre le tableau du milieu et puis le tableau de droite. Parce que dans le tableau de droite, vous voyez des éléments des candidats, des étudiants qui sont présents dans la formation, à la fois des éléments de moyenne et en même temps, vous voyez sur la droite, c'est les doublettes de spécialité qui figurent dans cet établissement. L'an prochain, on fera sans doute encore une amélioration pour dire quelle est la part là, on voit que sur cet établissement, il y a au moins, il y a plusieurs doublettes de spécialité. Donc, ça veut dire qu'il a des profils, il accueille des profils variés d'élèves. Ce que l'on mettra l'an prochain, c'est une information encore plus précise où on dira pour chaque doublette, c'est quoi la proportion en gros, pour arriver à distinguer là où des établissements ont plusieurs types de doublettes, mais il y a une doublette qui prend une place plus importante, à des situations dans lesquelles il y a des doublettes beaucoup plus variées, beaucoup plus ouvertes. En tout cas, c'est un outil non pas de prévision, c'est un outil qui est Très là pour utile. encourager le dialogue et pour vous faire réfléchir, pour dialoguer avec vos enseignants, pour dialoguer avec des formations post-bac, pour dialoguer avec vos parents. Voilà, je crois que c'est important que les lycéens aient ces réflexes-là. Diapo 15, une autre information, une troisième brique que j'illustre, qui est celle sur les débouchés, la réussite et les débouchés professionnels. Vous y voyez à gauche des informations sur les réussites dans l'établissement. Je crois que c'est important. En bas, voilà. Vous y voyez des informations sur les débouchés professionnels. Combien des étudiants qui ont été dans cette formation sont en emploi 6 mois après la fin de la formation, sont en emploi, sont en poursuite d'études ou sont dans une autre type d'activité. C'est important, ce ne sont pas des chiffres que calcule chacune des formations, ce sont des chiffres qui sont calculés par les ministères, les services statistiques des ministères, donc complètement objectif, complètement neutre par rapport à telle formation. Il n'y a pas une formation qu'on privilégie par rapport à une autre, c'est pas une modalité mathématique qui est le fruit aussi secrète que la recette du Coca-Cola. Non, c'est la même méthode pour toutes les voies de formation. Et puis, dernier élément d'information, particulièrement aussi utile, c'est
quel est pour les étudiants qui ont suivi cette formation un an après la sortie des études, quel est le niveau de salaire net médian annuel. Voilà, je crois que mensuel, pardon, c'est une information utile à avoir en tête pour se représenter ce que l'on peut appréhender comme niveau de rémunération quand on rentre dans les formations, enfin dans les métiers à la suite de cette formation. Diapo 16, et on fera, je crois, une pause. Évidemment, hop, sur la 16, voilà. Modalité de formation, critères d'analyse, taux d'accès, profil de lycéen, voilà, toutes les informations qu'on a évoquées sont des éléments qui sont à prendre en compte pour réfléchir au projet d'orientation et de poursuite d'études et avant de formuler des vœux. C'est aussi voilà, des leviers de la discussion avec les professeurs principaux, psychologues de l'éducation nationale pour que dans votre lycée, vous ayez un cadre d'échange à partir de vos propres réflexions et de la manière dont vous avez utilisé Parcoursup. Nous avons des parents qui ont des soucis car effectivement, lorsqu'ils cherchent l'étudiant, enfin l'autre étudiant avec le même profil, donc vous savez la doublette, par exemple maths, physique et puis une moyenne de 12, il n'y a pas de... Le message qui s'affiche est nous n'avons pas d'étudiants avec le même profil, donc il n'y a pas de statistiques. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ce qui serait intéressant pour les parents, c'est de savoir sur quel bouton finalement appuyer puisque normalement, lorsqu'il n'y a pas d'élèves vraiment spécifiques dans ce cadre-là, on peut avoir des choses qui ressemblent Attendez, je ne suis en pas sûr d'avoir réponse. bien compris la question. Lorsqu'on est sur les critères d'analyse, enfin, sur Ouais, les pourcentages, sur les statistiques en fait ouais. du profil d'étudiant, parfois en mettant la doublette de l'étudiant et une moyenne, il n'y a aucune réponse puisqu'il n'y Ah a oui, pas. Voilà. Donc qu'est-ce qui. soit en fait, la réalité, d'ailleurs, je crois que c'est expliqué, c'est quand, en fait, soit il y a un trop petit nombre de candidats, ce qui fait que les données qu'on va pouvoir afficher ne sont pas pertinentes d'un point de vue statistique. Et à ce moment-là, soit ça peut être aussi la situation dans laquelle tous les candidats ont reçu une proposition d'admission. Et à ce moment-là, j'allais dire, il n'y a pas de... C'est aussi l'information, quoi. Tout le monde est pris dans cette formation, donc je n'ai pas à apporter des informations distinctives puisque tout le monde est admis. Ensuite, une autre question assez spécifique d'une élève qui souhaiterait devenir thanatopracteur. Malheureusement, il n'y a pas de formation référencée sur Parcoursup. Donc la question Oui, était, en fait, si elle ne fait pas de vœux sur Parcoursup, que faut-il donc cocher cette année pour pouvoir revenir sur Parcoursup l'année prochaine? alors, moi, je conseillerais à cet élève, peut-être si les établissements ne sont pas sur Parcoursup, il faut qu'elle candidate directement auprès des établissements. La deuxième chose, c'est quand même sans doute de faire des vœux et un dossier sur Parcoursup pour se ménager la possibilité de choix. Moi, je sais d'expérience que les projets peuvent être évolutifs, qu'on peut changer d'avis, et donc il vaut mieux, j'allais dire, là aussi ne pas injurier l'avenir, faire une procédure via Parcoursup et puis envers ces procédures de candidature sur Talent Acteur, et puis on verra bien au mois de juin, est-ce que le projet est toujours le même, est-ce que les suites sur Talent Acteur fonctionnent, et puis si jamais elle trouve sa formation dans la formation qui l'intéresse, et se désinscrit de Parcoursup. Mais au moins, ça vaudra le coup de ménager les possibilités du mois de juin en s'ouvrant les perspectives. En ce qui concerne le simulateur, lorsqu'un élève est dispensé par exemple de langue ou dispensé d'EPS pour raison médicale, la moyenne est beaucoup plus basse. Donc comment est-ce qu'on peut justement, on va Alors, dire, il y a, travailler sur le simulateur en fait? il y a une petite rubrique qui s'appelle éléments liés à ma scolarité, dans lequel un élève peut expliciter peut-être des éléments de son parcours qu'il souhaite expliquer et porter à la connaissance des formations post-bac. Voilà, je crois que c'est un élément d'appréciation. Après, il peut y avoir dans la vie des élèves parfois une situation sociale, une situation personnelle, une situation de santé qui font que le parcours est moins linéaire que d'autres lycéens. Ça peut aussi valoir le coup d'en parler avec votre proviseur parce que lui, il a une appréciation sur votre dossier, sur chacun des vœux. On le verra dans la fiche à venir pour que, le cas échéant, il puisse aussi le prendre en compte pour expliciter parfois ce qui pourrait apparaître de loin comme un accident et qu'en fait, c'est simplement une situation personnelle qui a son explication et qui ne remet en cause ni la qualité de l'élève, ni son parcours. Il veut de la finalisation du dossier.
Et on reprend donc diapo 18 avec une vision de cette période bleue, avec deux échéances importantes à retenir, j'y reviendrai. Du 19 janvier au 12 mars, c'est là qu'on formule les vœux, et ensuite entre jusqu'au 1er avril, vous finalisez votre dossier, vous confirmez vos vœux. À partir de février-mars, remonteront de vos lycées les notes, les fiches à venir. Et puis, en avril-mai, ce sont les formations qui examineront les candidatures qui leur ont été communiquées. En ce qui concerne le simulateur, lorsqu'un élève est dispensé par exemple de langue ou dispensé d'EPS pour raison médicale, la moyenne est beaucoup plus basse. Donc comment est-ce qu'on peut justement, on va Alors, dire, il y a, travailler sur le simulateur en fait? il y a une petite rubrique qui s'appelle éléments liés à ma scolarité, dans lequel un élève peut expliciter peut-être des éléments de son parcours qu'il souhaite expliquer et porter à la connaissance des formations post-bac. Voilà, je crois que c'est un élément d'appréciation. Après, il peut y avoir dans la vie des élèves parfois une situation sociale, une situation personnelle, une situation de santé qui font que le parcours est moins linéaire que d'autres lycéens. Ça peut aussi valoir le coup d'en parler avec votre proviseur, parce que lui, il a une appréciation sur votre dossier, sur chacun des vœux, on le verra dans la fiche à venir, pour que, le cas échéant, il puisse aussi le prendre en compte, pour expliciter parfois ce qui pourrait apparaître de loin comme un accident et qu'en fait, c'est simplement une situation personnelle qui a son explication et qui ne remet en cause ni la qualité de l'élève, ni son parcours. On passe d'abord par une étape de création d'un compte sur Parcoursup avec votre adresse email et ensuite on crée son dossier avec l'identifiant national élève. Ça peut être pour les élèves qui sont en scolarité dans les lycées français à l'étranger, le numéro Cyclades, c'est le lycée qui le fournit, c'est une exception, mais néanmoins, ça correspond à un certain nombre d'élèves. Deux éléments importants à retenir. D'abord, pour les élèves, de renseigner le numéro de portable, ça permettra de recevoir les alertes envoyées par la plateforme tout au long de la procédure. Et puis un conseil pour les parents, tuteurs, c'est vous qui êtes là ce matin, vous avez la possibilité de renseigner votre email et numéro de portable dans votre dossier pour recevoir des messages et des alertes. C'est important parce que ça veut dire si vous rentrez vos coordonnées, vous recevrez en même temps que votre enfant le même message. Et donc, au moment où il y a des délais à respecter, où il y a des procédures, eh bien, je crois que c'est sécurisant d'être plusieurs dans la famille à partager la même information et la même alerte. Vous recevez aussi, parce qu'on communique à ce moment-là, si vous renseignez vos coordonnées aux écoles qui font des convocations pour les épreuves de concours. Moi, il m'est arrivé, si on a créé ça, c'est parce qu'il nous est arrivé des situations dans lesquelles, de petits drames, dans lesquels l'élève avait reçu une convoque, en fait, il ne l'a pas vu, c'est tombé dans ses spams, vous imaginez, et qu'en fait, ça a été le drame parce qu'il a raté l'échéance du concours. Donc voilà, l'objectif, c'est de sécuriser tout le monde. L'inscription étant faite, quelques principes dans la formulation des vœux, donc sur la diapo 20, voilà, merci. Jusqu'à 10 vœux pour les formations étudiants, 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Voilà, c'est la règle. Ce sont deux dossiers différents dans votre même dossier pour l'apprentissage et statut étudiant. Vous pouvez faire des vœux pour les formations sélectives ou pour les formations non sélectives. Il n'y a aucune obligation de faire des vœux pour des formations non sélectives, même si je peux vous y encourager par prudence, compte tenu des règles de priorité. Mais ceci étant, c'est vous qui choisissez votre panier de vœux et sa composition. Lorsque la formation l'a demandé, uniquement dans ce cas-là, il y a une lettre de motivation. Les vœux n'ont pas besoin d'être classés, c'est très important. Il n'y a pas de hiérarchisation. Que vous ayez une hiérarchisation dans votre tête, c'est important, mais vous n'avez pas à en renseigner. Ce qui veut dire que sur Parcoursup, il n'y a pas de vœux classés 1, 2, 3, 4, 5, ce qui veut dire que chaque vœu donnera lieu à une réponse. Et donc, tout cela est très distinct de. Donc, l'objectif, c'est dans cette première période qui nous occupe, jusqu'au 12 mars, faites les vœux en fonction de ce que vous souhaitez faire, de ce qui vous intéresse, et il n'y a pas d'autres éléments à prendre en compte. Les vœux, la date de formulation des vœux n'est pas prise en compte. Parcoursup, c'est pas une course de vitesse, c'est pas première arrivée, premier servi. Ça ne sert à rien d'avoir fini tout son dossier à la fin de cette semaine. Ce qui compte, c'est que moi, je fais une photographie finish, en quelque sorte, le 12 mars à 23h59. C'est le moment où je photographierai votre dossier de vœux, en quelque sorte. Mais avant, vous avez le droit de les modifier, de les remplacer, de les changer comme au gré de ce que vous souhaitez faire. Voilà, pas de règle de blocage.
Les vœux ne sont connus que de vous, c'est-à-dire que chaque formation ne connaît que le vœu qui est fait pour elle. Les formations s'engagent par ailleurs à ne pas faire de pression. Il n'y a pas de pression d'un établissement qui dit je te prends que si tu fais pas de formation chez mon concurrent. Voilà, tout ça n'existe pas, mais je sais que ça peut être un élément de, de, de- d'inquiétude peut-être pour vous. Et puis le conseil, diversifiez vos vœux, évitez surtout de ne faire qu'un seul vœu. Moi, quelques jours avant la fin des vœux, je ferai un scan de tous les vœux sur Parcoursup pour alerter les élèves qui n'ont fait qu'un seul vœu ou n'en ont pas fait, qui se sont inscrits sans faire de vœux. Et évidemment, si les parents ont renseigné les coordonnées, ce qu'on a vu dans la diapo d'avant, eh bien, ils seront informés de ce message que j'adresse à leur enfant. Et les vœux multiples, c'est-à-dire, vous avez sans doute déjà entendu parler des vœux, des sous-vœux. Pourquoi fait-on le sous-vœu? C'est lorsque, et le vœu multiple, c'est la situation dans laquelle un vœu va regrouper finalement plusieurs formations similaires portées par des établissements différents. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez le BTS Management Commercial Opérationnel, MCO, eh bien, ça permet ensuite d'avoir un vœu MCO et de choisir les nombres des les lycées qui vous intéressent, qui proposent cette formation. Les lycées, le choix de l'établissement correspond à un sous-vœu, alors que le vœu, il est sur le BTS Management Commercial International. Un vœu multiple compte parmi vos vœux et les 10 vœux possibles, c'est-à-dire que, par exemple, si vous choisissez toujours avec cet exemple de BTS MCO, vous faites un vœu, vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées, mais vous n'avez toujours qu'un vœu, alors qu'au total, vous avez un vœu et 10 sous-vœux, ça vous en fait 11 en quelque sorte. Chaque vœu multiple est composé donc de sous-vœux qui correspondent à un établissement différent que vous pouvez choisir. Sauf exception, je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de vœux multiples sur les licences. Il n'y en a qu'un qui existe, à ma connaissance quasiment, c'est le pass en Île-de-France, où vous faites un vœu pass Île-de-France et ensuite vous choisissez les établissements facultés de santé qui en Île-de-France proposent une passe. Pourquoi on l'a fait en Île-de-France? Parce qu'il y a une telle concentration d'offres. Ce qu'on voulait éviter, c'est que les lycéens, en quelque sorte, grillent tous leurs vœux en faisant uniquement des vœux pour des formations d'études de santé dans lesquelles il n'y a pas vraiment de garantie d'être admis, compte tenu de l'importance de la demande, de la densité des candidatures. Et donc, c'est une manière d'éviter que les élèves brûlent trop de vœux sur ce seul domaine. À noter, on ne peut sur les formations et les filières IFSI et paramédicales que faire 5 groupements sur l'ensemble du territoire. C'est une mesure qui permet un peu de réguler les candidatures dans un domaine où les demandes sont multiples. Deux illustrations entre 22 et 23, deux illustrations différentes de la mécanique des sous-vœux. Sachant que, je vous rassure, il y a un compteur de vœux et sous-vœux dans Parcoursup qui vous dit à chaque fois là où vous en êtes et qui évite que vous dépassiez les plafonds. En tout cas, pas de difficulté, pas besoin d'un crayon de papier et d'un calepin. Il y a pas, déjà, premier sous-groupe, il y a les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple, dans la limite de 20 sous-vœux au total. Ça regroupe les formations que vous voyez là se décliner à l'écran, des formations que vous connaissez. Je vais essayer de donner un exemple très concret qui vous permette de vous situer. Vous êtes intéressé, votre enfant est intéressé par l'informatique, par exemple. Eh bien, en informatique, vous trouvez un BTS d'informatique, il y a un but d'informatique, et par exemple, il y a une classe prépa informatique qui s'appelle MP2I. Eh bien, vous pouvez imaginer, vous faites un vœu MP2I, vous choisissez 7 établissements, ça vous fait un vœu et 7 sous-vœux. Vous y ajoutez un vœu sur le BTS informatique avec 3 sous-vœux, eh bien, ça vous fait 2 vœux et 10 sous-vœux. Et puis, vous choisissez un but informatique ou vous choisissez des IUT répartis sur le territoire. Ça vous fait donc au total 3 vœux et 20 sous-vœux. Vous voyez que vous êtes resté dans la limite de 20 sous-vœux au total, mais que pour autant, vous avez démultiplié vos perspectives. Et je crois que c'est intéressant dans ce sens-là. Évidemment, c'est vous qui choisissez votre composition. J'ai dit 7, 3 et 10, mais ça peut être 4, 6 et 10, ça peut être, je ne sais pas, non pas 3 fois 7, mais 2 fois 7 plus 6. Enfin, chacun fait son apprentissage. Diapo 23, pour reprendre l'autre cas de figure, qui est dans lequel il y a des formations dont le nombre de sous-vœux n'est pas comptabilisé, donc il est illimité. C'est le cas, par exemple, des IFSI ou des instituts d'orthophonie, orthopsie et audioprothèse qui sont regroupés
de manière territoriale. Et vous avez la possibilité, quand vous choisissez un groupement d'IFSI territorial, ça vous fait un vœu, et vous choisissez le nombre d'établissements préparatoires aux écoles d'infirmières et qui sont à ce moment-là le nombre de sous-vœux. Vous retrouvez cette même organisation sur les écoles d'ingénieurs de commerce et de management qui recrutent par des concours communs. Par exemple, le concours Sésame d'école d'ingénieurs dans lequel le vœu Sésame vous permet d'aller, je crois, jusqu'à 17 écoles, ou alors encore le vœu, par exemple, pour des écoles d'ingénieurs, le groupement IMSA, c'est un vœu le concours INSA et ça vous permet d'avoir 8 INSA répartis sur le territoire. Vous trouvez cette même logique sur le réseau des Sciences Po et pour Sciences Po Paris. Je vous ai parlé de la particularité spécifique du PASS Île-de-France et vous avez la même chose sur le concours commun des 5 écoles vétérinaires en France. Cette organisation en réseau, elle vous permet en quelque sorte de démultiplier vos sous-vœux tout en limitant votre nombre de vœux et en restant dans l'enveloppe de 10. Deux illustrations très très concrètes. Vous avez demandé un BTS métier de la chimie dans 7 établissements, donc 7 lycées différents. Eh bien, le vœu BTS de la chimie compte pour 1 et ensuite les établissements que vous avez choisis, ce sont des sous-vœux et vous êtes encore, il vous reste 13 sous-vœux possibles dans l'ensemble des formations à sous-vœux. Si vous êtes intéressé par les IFSI, par exemple celui de Saclay, il y a 7 instituts. Vous demandez 4 instituts, eh bien, c'est parce que c'est les 4 qui vous intéressent, ça vous fait un seul vœu et 4 sous-vœux. Voilà, ils ne sont pas décomptés puisque vous aviez nombre de sous-vœux illimité. Je vous dis, il y a un point, alors j'ai oublié de revenir sur une spécificité, si vous pouvez revenir juste sur la diapo 23, 22, pardon. Ça me permet de le souligner, pourtant c'était écrit en rouge, mais j'ai oublié de le dire. La spécificité de l'internat, quand vous faites des vœux en classe préparatoire, vous avez la possibilité, parce que dans les prépas, de faire le sous-vœu, soit formation académique de classe prépa sans internat, soit avec internat. Vous avez toujours la possibilité de cocher les deux, ça ne vous coûte rien. Et je crois que c'est important. Moi, je vous encourage plutôt à cocher les deux parce que les règles d'admission sont distinctes entre l'internat et la formation sans internat. Dans la formation sans internat, la seule logique qui compte, c'est une logique académique. C'est votre niveau et votre capacité à réussir dans cette formation. Pour ce qui concerne l'internat, au contraire, c'est plutôt une nécessité sociale qui guide l'examen que font les proviseurs. Est-ce que vous avez un niveau revenu de vos parents, vous êtes boursier, est-ce que vous êtes très loin, par exemple, du lieu de la formation, parce qu'évidemment la distance est prise en compte, est pris en compte aussi filles-garçons, parce que dans les internats, c'est séparé, évidemment. Et puis parfois l'âge aussi, parce que plus vous êtes jeune et plus vous avez besoin peut-être d'une structure de type internat. En tout cas, moi, je vous encourage toujours à faire les deux et à pas vous tromper, c'est-à-dire que ne choisissez pas que des vœux à l'internat si vous n'êtes pas dans une situation de besoin social, parce que vous ne rentrerez pas compte tenu des demandes qui sont faites à l'internat et qui sont très nombreuses. Priorité géographique, ça permettait de répondre à une question, je crois, qui a été posée tout à l'heure, donc je vais le décliner. D'abord, les formations sélectives. Il n'y a pas de sectorisation géographique. Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui les intéressent partout où elles sont sur les territoires. Ça ne veut pas forcément dire que les enseignants n'auront pas des fois un regard qui est un petit peu sur la crédibilité d'une candidature quand vous habitez à 800 km. Voilà. Mais ceci étant, le principe est que pour ces formations-là, il n'y a pas de sectorisation géographique. Donc, il n'y a pas de priorité fait pour certains élèves selon le lieu où ils habitent. Tout le monde peut candidater et partout. Pour les formations non sélectives, donc les licences professorat des écoles ou encore le PASS, les lycéens peuvent faire évidemment des vœux partout sur le territoire, mais lorsqu'il y a des formations qui sont très demandées, où il y a plus de candidats qu'il n'y a de places, il y a une priorité accordée à un secteur géographique. D'une manière générale, le secteur géographique, c'est l'académie, votre académie de résistance. Vous êtes dans l'académie de Lyon, vous êtes prioritaire pour les licences des universités qui sont dans l'académie de Lyon.
Ça, c'est la règle générale. Je vous verrai après qu'il y a des exceptions, je le signalerai dans la diapo 26, mais revenons là. Cette information, vous êtes du secteur ou pas du secteur, comme on connaît votre adresse de résidence, eh bien, elle vous sera mentionnée dans votre dossier. Si vous voulez faire un vœu, on vous dira si vous êtes du secteur ou pas du secteur. Et puis, lorsqu'il y a vraiment une tension dans les établissements, le recteur définit un pourcentage. Quelle est la priorité donnée aux ceux qui sont du secteur? Vous pouvez regarder dans la rubrique visualiser les chiffres d'accès à les formations. Tout en bas de cette rubrique, vous avez les taux de priorité qui ont été définis l'année précédente par le recteur. Et quand on en sera au mois de mai, eh bien, vous verrez que les taux de priorité seront actualisés avec ceux définis par le recteur pour la session 2026. C'est important que vous ayez aussi en tête, quand on visualise les chiffres d'accès qu'on fait le simulateur tout à l'heure, eh bien, les résultats qui sont donnés sont pour les élèves du secteur. C'est important parce que, évidemment, des fois, les taux de priorité sont très élevés. Par exemple, si les licences de droit en Île-de-France, le taux de priorité, je crois, est de 97% pour les résidents de l'Île-de-France. Ça me permet de déboucher sur la diapo 26 pour vous dire quels sont le secteur de référence et de l'académie, mais il y a des dérogations territorialisé dans lequel, par exemple, il n'y a pas de distinction sur un territoire qui ne correspond pas à l'académie. L'exemple le plus connu, c'est l'Île-de-France, parce que dans l'Île-de-France, la région Île-de-France représente un secteur en tant que tel. Il n'y a pas de distinction entre Créteil, Paris et Versailles. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que le périphérique, ce n'est pas une frontière. Si vous habitez Créteil et que vous êtes intéressé par une licence à l'université Paris-Cité qui se trouve dans le 5e arrondissement, eh bien, vous êtes prioritaire de la même manière que celui qui habite en face de l'université. Vous avez d'autres territoires dans lesquels on a des territoires académiques élargis. Par exemple, dans le Nord-Isère, pour ceux qui connaissent, eh bien, dans le Nord-Isère, on fait partie de l'Académie de Lyon, alors que normalement, c'est l'Académie de Grenoble, précisément pour tenir compte des flux en fait, de déplacement des populations. Et puis, par exception, il y a des candidats qui vont être considérés comme toujours résidents du secteur. C'est le cas de ceux qui, dans leur académie, n'ont pas une mention de licence particulière, par exemple, et qui, du coup, peuvent candidater dans d'autres académies parce qu'ils n'ont pas la licence chez eux. C'est le cas aussi des lycéens, enfin, des ressortissants français qui sont, par exemple, inscrits dans d'autres pays, des autres ressortissants de l'État de l'Union européenne, ou encore des candidats qui préparent le bac français à l'étranger. Vous voyez, moi, je vous parle, là, je suis au lycée français à Barcelone, où j'interviens la journée sur des sessions de formation à Parcoursup. Eh bien, les lycéens du lycée français à Barcelone sont prioritaires pour aller dans toutes les académies, puisque par définition, ils n'ont pas d'université dans le lieu où ils résident. Diapo 27. Focus sur les vœux en apprentissage. Je l'ai dit, jusqu'à 10 vœux en apprentissage, il n'y a pas de date limite. C'est-à-dire que là où je vous ai parlé du 12 mars pour la limitation pour formuler les vœux, en apprentissage, on peut aller bien au-delà jusqu'au 8 septembre. C'est une rubrique spécifique dans votre dossier pour formuler des vœux en apprentissage. Et je rappelle que les employeurs, les centres de formation d'apprentis ont une mission de vous accompagner pour, quand on fait des vœux en apprentissage, pour trouver un employeur et signer un contrat d'apprentissage. Diapo 28. Sur la date importante à retenir, jeudi 12 mars 2026, 23h59, je précise heure de Paris, puisque, je l'ai dit, tous les lycées français à l'étranger de par le monde participent, et donc il faut bien trouver une règle au moment où on fait une pause, peut-être, juste pour reprendre quelques questions, peut-être, sur cette étape de formulation de vœux, et avec vœux et sous-vœux. Pour un enfant qui serait scolarisé à l'étranger en International Baccalaureate, comment peut-il s'inscrire sur Parcoursup et avoir une correspondance de notes avec le système français? Alors, il peut tout à fait s'inscrire sur Parcoursup. Il n'aura pas d'identifiant national élève parce qu'il est à l'étranger, mais c'est pas une difficulté. Vous avez une situation où on explique que quand on n'a pas d'INE, il pourra, par contre, il n'y aura pas de système de correspondance de notes avec le système français, puisque l'international, le baccalauréat international n'est pas en fait le baccalauréat. Donc, c'est un enseignement privé. Donc, il pourra renseigner des notes, mais il n'y a pas de correspondance en tant que telle avec le bac français. Je précise, sur Parcoursup, on est adapté à une multiplicité de systèmes de notation. Il y a des pays étrangers, des fois, qui notent sur 10, il y en a qui notent en lettres, et vous avez un convertisseur, entre guillemets,
pour ces candidats-là, de manière à ce qu'ils puissent convertir des notes qui sont en lettres, en chiffres, qui puissent correspondre à des notes sur 10 en mettant en notes sur 20. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de créer les conditions d'une appréciation juste par les enseignants du supérieur. Une autre question très spécifique, un enfant en internat, car athlète de haut niveau, mais donc dans une autre académie que les parents, quelle adresse doit-il mettre effectivement Alors, pour, voilà, c'est très important. Merci de cette question-là, parce qu'on l'a réglé maintenant depuis 2 ans. Euh, de manière systématique, l'adresse de résidence renseignée pour les élèves, c'est l'adresse qui a été renseignée au lycée. Donc, c'est une adresse, l'adresse du domicile des parents. Euh, Quand on a des élèves qui sont internes dans un internat de lycée, dans une autre académie que celle où résident les parents, eh bien, l'élève, à ce moment-là, on lui fait un double rattachement, ce qui lui permet d'être à la fois prioritaire, dans l'académie où résident ses parents, parce que peut-être qu'il souhaite y revenir, mais il est aussi prioritaire dans l'académie de l'internat dans lequel il réside. Parce que peut-être que pour sa formation post-bac, il va vouloir rester dans son nouvel environnement social. Donc c'est une situation très spécifique, même si c'est, je crois, entre 8 et 10 000 élèves chaque année qui sont dans cette situation et pour lesquels on prend en compte cette situation spécifique. Par contre, avant qu'on vous pose la question, je coupe l'herbe sous le pied. Euh, L'adresse de mamie, l'adresse des cousins, l'adresse de l'oncle ou l'adresse du meilleur copain d'enfance, on ne prend pas en compte. mais c'est vraiment spécifique à une notion Exactement. d'athlète de haut niveau qui est donc qui C'est est sur encore deux. plus, Voilà. c'est encore plus au fait d'être interne. Oui, Parce qu'on peut être d'accord. athlète de haut niveau en restant dans son académie aussi. Une licence est proposée en double diplôme Oui. avec une école. Par exemple, c'était l'ESJ à Lille. Pour la même, est-ce que ça compte en fait pour deux vœux ou est-ce que c'est une licence simple et une licence en double diplôme en fait? Enfin, en gros, Non, c'est un double diplôme, c'est un vœu. voilà. Voilà. Pareil pour les prépas avec ou sans internat, est-ce que c'est deux sous-vœux Non, différents? ça compte comme un sous-vœu. Vous pouvez faire les deux, mais ça ne compte comme si vous en aviez fait qu'un. Mais je reprends ce que j'ai dit Voilà, dans mon voilà. propos. Je vous invite toujours à choisir les deux pour ne pas vous. En fait, il faut bien comprendre que pour la formation CPGE sans internat, ce qui compte, c'est votre dossier académique. Pour l'internat, en fait, il y a deux situations. D'abord, il faut que vous soyez, d'un point de vue académique, retenu, évidemment, et classé par la formation. Mais il y a un deuxième élément qui rentre en ligne de compte, c'est la situation de revenu de vos parents. Est-ce que vous êtes en état de besoin? Et l'objectif de ce que fait Parcoursup sur l'internat avec les proviseurs de lycée, c'est d'arriver à attribuer les places à l'internat à ceux qui sont le plus socialement méritants, en quelque sorte, et pas à ceux qui sont académiquement les plus méritants. Voilà. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde qui souhaite faire des vœux en CPGE et où se pose la question peut-être d'un internat, eh bien de cocher les deux. Ça ne vous coûte rien en sous-vœux puisqu'on compte comme si c'était qu'un. Bien, maintenant une précision. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de vœux multiples pour les licences, si on met une même licence sur deux villes différentes, est-ce que ça correspond à deux vœux? Oui, Est-ce que les écoles par lesquelles on a, par exemple, ou les formations pour lesquelles on a candidaté consultent l'ensemble des dossiers, ou est-ce qu'ils font oui, ou est-ce qu'ils, voilà. oui. Après, peut-être que eux font un pré-tri, mais Parcoursup n'en fait pas. Parcoursup fait jamais de prêterie parce Voilà. que Parcoursup n'examine jamais les candidatures. Nous, on transmet les candidatures à des établissements qui ont défini des critères, qui se réunissent en commission d'examen des vœux avec des enseignants, avec des équipes de direction et qui font ensuite un classement qu'ils nous rapportent et on porte à la connaissance de l'ensemble des candidats le classement, avec peut-être des non classés pour les formations sélectives, avec des rangs de classement parce que ce sont les éléments qu'on apporte. Mais Parcoursup n'intervient pas dans la mécanique d'examen des candidatures. Alors, je vais vous demander de revenir en fait sur les licences non sélectives parce qu'il y a un nombre incalculable de questions sur le fait que ça compte ou pas un vœu ou un sous-vœu. Pourriez-vous réexpliquer, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, Alors, parce que d'une manière générale, à l'exception du pass en Île-de-France, pour lequel il y a un vœu pass Île-de-France et ensuite des sous-vœux qui correspondent aux facultés de santé qui proposent le circuit pass, Paris Cité, je ne sais plus, je ne les connais pas par cœur, Sorbonne Université, voilà, ça vous fait deux sous-vœux et puis un vœu pass Île-de-France. Mais pour le reste, autrement, d'une manière générale, à l'université, toute demande, toute candidature compte pour un vœu. Je vous donne cet exemple-là. Vous êtes intéressé par
la licence de sciences et vie de la Terre. Si vous la demandez dans 3 universités différentes, ça vous fait 3 vœux. Si vous demandez la licence dans la même université, la licence sciences et vie de la Terre, avec la licence physique et la licence mathématiques, ça vous fait 3 vœux. Merci. Je pense que c'est un peu plus clair maintenant pour toutes les personnes qui posent ces questions. Une question encore, alors là c'est plutôt pour les passes, Oui, sachant est-ce que les mineurs comptent pour un sous-vœu? non. Première question. Enfin, en fait, les mineurs, ce sont des options en fait d'enseignement, mais qui ne comptent pas comme des sous-vœux, je rassure. Donc, en gros, pour donner un exemple concret, vous faites un vœu à Passe, je sais pas moi, à Tours ou à Orléans. Il y a passe option droit, passe option SVT, passe option physique. Enfin, je prends au hasard, je ne sais pas si c'est la réalité, mais ça peut être ça. Eh bien, vous avez le droit de le faire, ça ne vous décompte pas comme des sous-vœux. Ce qui compte, ça sera vous aurez un vœu sur le pass à l'université d'Orléans. De toute façon, d'une manière générale, là aussi, rassurez-vous, un, dans chaque dossier d'élève, il y a une petite vidéo qui explique vœux et sous-vœux. Deux, il y a une FAQ sur Parcoursup que vous pouvez solliciter. Il y a même un moteur de recherche sur la FAQ qui est très précieux, très efficace et qui vous permet de répondre à toutes vos questions. Troisième chose, Parcoursup a un compteur de vœux et de sous-vœux qui fait que de toute façon, vous ne pouvez pas dépasser. Passer une partie de ses cours de lycée via le CNED, est-ce qu'il y a une différence finalement aux yeux des Non, établissements entre lui et un autre élève? non. Voilà. Pour des concours, les concours GEPI Polytech, c'est un vœu ou un sous-vœu par établissement? Alors, il doit y avoir un vœu GEPI, puis ensuite des sous-vœux qui correspondent aux établissements du GEPI, parce qu'il n'y en a pas un peu partout en Voilà. France. Beaucoup de parents souhaitent savoir, ils sont actuellement parents d'élèves en seconde et première, s'ils peuvent accéder à Parcoursup aujourd'hui pour aller consulter. Oui, oui, Parcoursup est ouvert toute l'année. On peut consulter toute l'année. Et votre enfant peut même se créer un compte dans Parcoursup juste en ayant son adresse de messagerie. Ça permet d'enregistrer des favoris et de vous enregistrer vos favoris dans la durée. C'est-à-dire que si votre enfant est en première, eh bien, quand il sera en terminale, il pourra et qu'il deviendra un candidat de Parcoursup, il retrouvera les favoris qu'il avait sélectionnés en première. Bien. Une question par rapport aux notes. Est-ce que les notes du bac sont prises en compte, effectivement? Les bacs de juin Euh, sont prises en compte pour l'examen des dossiers? Ben, je vais vous Non. dire la réponse dans la question. L'examen se fait en avril-mai, donc on ne peut pas préempter les résultats qui arrivent au début du mois de Et juillet. ensuite, un point, effectivement, pour PIX, hein, Oui, puisqu'effectivement, PIX est intégré, donc depuis l'année dernière, dans Parcoursup. ouais, On a beaucoup d'établissements qui n'ont pas encore passé, en fait, oui, ils ont jusqu'au l'examen. début du mois de mars. Voilà, ils sont jusqu'au début du mois de mars. Et ensuite, la question est, est-ce que ces résultats de PIX sont pris en compte par les prépas Oui. scientifiques ou est-ce que ce n'est pas un Ah, critère? Et est-ce qu'il y a un niveau minimum à atteindre pour être certifié? non. Dans mes souvenirs, Ben, c'était 850, donc il faut faire au minimum la moitié, même un est valable dans mes souvenirs. En fait, c'est variable selon les formations. Parcoursup ne donne pas d'une manière générale un bonus à PIX. C'est chacune des formations qui a pu l'intégrer ou pas dans ses critères. Mais toutes les formations recevront l'information des résultats de PIX pour les élèves, puisqu'ils doivent passer, je crois, jusqu'au 7 mars leur certification, et ensuite elle sera remontée automatiquement du lycée vers l'organisation PIX, et ensuite de l'organisation PIX vers Parcoursup au tout début du mois d'avril. Et à préciser aussi, parce que ça, j'ai eu la question en direct, les PIX qui ont été passés après le 4 novembre 2024 sont aussi remontés dans le système. C'est Voilà, qu'on on a des passe. élèves. Oui, absolument. Il y en a qui ont pu Voilà. commencer dès le début de la Voilà. session des sessions PIX. Voilà. Et donc, Voilà. effectivement, des élèves qui auraient passé le PIX en première au lieu de la terminale, leurs certifications sont remontées. Jusqu'au 1er avril, on finalise son dossier, on confirme ses vœux. Qu'est-ce que ça veut dire finaliser son dossier et confirmer ses vœux? Ça veut dire qu'il faut compléter ce dossier. Il y a plusieurs rubriques à renseigner. Il y a peut-être une lettre de motivation à formuler. Il y a peut-être des pièces à renseigner parce que les formations l'ont demandé. Un vœu qui n'est pas confirmé avant le 1er avril, 23h59, ne sera pas examiné par les formations. Donc, voilà, vous pourrez confirmer,
Une fois que les notes seront remontées par votre établissement, c'est-à-dire dans les derniers jours du mois de mars et au tout début du mois d'avril, essayez de ne pas vous y prendre à la dernière minute. Je vous dis ça parce que l'an dernier, entre 23 heures et minuit, il y avait encore 90 000 personnes connectées. Ça fait beaucoup. Et quand on s'y prend au dernier moment, on peut faire des petites erreurs. Diapo 30, j'évoque les différents sujets de ce qu'on doit mettre dans son dossier, en particulier donc sur la diapo 30, la lettre de motivation. Je précise qu'elle n'est pas obligatoire, elle n'est à faire que quand elle est demandée par la formation. Elle sert à expliciter la motivation du candidat, sa connaissance, sa compréhension de la formation et l'intérêt qu'elle peut représenter. C'est 1500 caractères. Évidemment, la lettre de motivation, elle doit être personnelle, sincère, concrète, synthétique. Il y a dans chaque dossier d'élève une petite vidéo pour donner des bonnes consignes, une petite fiche là aussi pour aider les élèves à savoir ce qu'on y met ou on n'y met pas. Évidemment que les parents peuvent aider. Évidemment que c'est plus intéressant si les parents aident, mais que les parents écrivent pas. Vous êtes déjà passé par cette étape, vous l'avez franchi, laissez à votre enfant le soin de le faire. Mais on peut tout à fait accompagner. Surtout, éviter les lettres de motivation ChatGPT parce que ça se voit, les enseignants ont d'autres éléments d'appréciation qui leur font dire parfois, quand il y a une lettre particulièrement géniale, mais que le prof de français a lui renseigné qu'il y avait une maîtrise de l'épreuve de l'expression écrite qui était moyenne, eh bien, ça se voit qu'il y a eu quelque chose. Pour les candidatures en IFSI, il y a une lettre de motivation élargie jusqu'à 4500 caractères avec des guides d'orientation parce qu'elle est particulièrement importante dans cette formation-là. Et puis en 2026, c'est une nouveauté. Nous avons demandé aux formations qu'elles précisent comment elles sont utilisées les lettres de motivation. Est-ce que c'est une lecture systématique de la lettre de motivation parce que c'est un élément important de l'analyse des candidatures? Est-ce que c'est un élément plus accessoire, un élément peut-être où toutes ne seront pas lues, mais ça permet de départager, d'approfondir, de conforter l'analyse d'un dossier. Donc, il y en a qui se trouvent suffisamment malins pour mettre des recettes de gâteaux ou autres, voilà. Écoutez, ils se font plaisir. Je pense que ça renvoie une image très négative d'eux-mêmes vis-à-vis des formations post-bac. C'est un peu tout ce que ça fait. Ils seront peut-être malins, ça leur ferait leur heure de gloire pendant 3 minutes 12. Ceci étant, ça s'arrête là. Ça n'est pas le genre d'exercice qui est demandé. C'est plutôt un exercice personnel et croyez bien que dans le monde du supérieur, c'est aussi un exercice qu'on vous demandera régulièrement de faire. Donc, c'est toujours un premier entraînement, ce qu'on fait sur Parcoursup. Deuxième rubrique qui s'appelle Autres projets, diapo 31. C'est une rubrique simplement pour que nous ayons l'information. Est-ce qu'en même temps que Parcoursup, vous avez d'autres projets personnels, professionnels, d'études hors de Parcoursup, d'études à l'étranger? L'information ne sera jamais communiquée aux formations d'accueil. C'est pour nous, pour notre propre gestion à nous. Vous avez une rubrique diapo 32, activités centre d'intérêt. Elle est importante parce que c'est l'occasion d'expliciter peut-être des éléments qui ne sont pas liés à la scolarité, des activités extrascolaires. Vous avez fait des stages, des petits jobs, vous avez une pratique culturelle, associative, sportive, artistique. Voilà, valorisez-le, y compris que vos engagements. Vous n'êtes pas simplement qu'un élève, vous êtes aussi quelqu'un qui peut avoir des activités. Et puis je le dis pour tout le monde. Enfin, de temps en temps, moi, je vois des articles de presse qui me font sourire parce qu'on dit ah sur Parcoursup, c'est la course à celui qui fait poney, piano et violon. Tout ça, c'est du blabla. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt, vous voyez, moi, j'ai un élève qui, dans son cercle familial, maîtrise une langue étrangère, ne l'a jamais apprise à l'école et qu'on soit sûr de lui dire que ça a du sens, que c'est un élément aussi de sa compétence personnelle et qui peut valoriser. C'est ça l'enjeu. Donc vraiment, je crois que c'est un atout. Et puis un élève, c'est pas une question, je suis pas trop présomptueux, je suis pas. Il faut dire des choses sincères. Évidemment, il faut pas se raconter une vie qu'on n'a pas. Si vous vous mettez avec plein de certifications et que vous avez rien de tout ça, ben la formation pourra demander au moment de l'inscription, écoutez, jeune homme, vous m'avez dit que vous faisiez plein de choses, maintenant montrez-moi, attestez-le. Et si c'est pas le cas, eh bien, elle vous retirera votre proposition d'admission et vous vous inscrirez pas. Mais bon, il y a un moment, il y a le devoir de sincérité, c'est le premier devoir des candidats. Diapo 33, il y a une attestation, je le mentionne, pour ceux qui font des candidatures en droit, il y a une attestation de passation d'un questionnaire, qui n'est pas un questionnaire dont on va exploiter les résultats, c'est simplement s'assurer que vous vous êtes interrogé sur la licence de droit. Donc le questionnaire est à faire sur le site Avenir de l'ONICEP et vous téléversez dans votre dossier Parcoursup cette attestation avant le 1er avril 2026.
Diapo 34, on arrive à la question de la césure. Il y avait une question tout à l'heure. La césure, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas l'année sabbatique dans laquelle vous faites des activités personnelles, mais sans lien avec l'appareil de formation. La césure, c'est quand vous êtes un étudiant, mais simplement que vous avez demandé à interrompre votre parcours d'études tout de suite après le bac pour faire une autre activité personnelle ou professionnelle, et même depuis cette année, un service national volontaire, et que vous reprendrez ensuite votre étude. Donc, vous avez une interruption temporaire. Vous devrez, sur Parcoursup, signaler finalement à l'établissement que vous êtes intéressé pour faire une césure quand vous serez inscrit. Alors, cette information, à ce stade, on ne la communiquera jamais aux établissements pendant leur examen de candidature. Par contre, quand vous aurez choisi votre établissement, eh bien, en même temps que tous les autres éléments nécessaires à votre inscription, on lui communiquera que vous avez demandé à faire une césure, et lui prendra contact avec vous pour confirmer ou conforter votre projet de césure. Il y a un cas particulier du service national. Alors, je le précise bien, c'est pas sur Parcoursup qu'on candidate au service national, c'est d'abord auprès des armées qu'on candidate pour faire le service national, pour ceux qui sont intéressés. Par contre, dans Parcoursup, une fois que vous aurez été candidat, eh bien, avant le 1er avril, il faudra dire à votre futur établissement que vous êtes intéressé par la césure. La césure pour service national, elle est de plein droit, et on a prévu cette année d'avoir un petit bouton. Soit je veux faire une césure pour un projet personnel ou professionnel, soit je veux faire une césure pour le service national. C'est deux boutons très distincts de manière à ce que chacun corresponde à son projet. À l'exception de la situation du service national où cette césure sera de plein droit, donc l'établissement ne peut pas la refuser. Dans les autres cas, il y a une analyse par l'établissement pour apprécier de la validité, de la cohérence finalement de votre projet de césure. Ce qui est important, c'est que quand vous êtes en césure, vous êtes vraiment un étudiant de votre établissement de formation. Vous ne faites qu'interrompre vos études. Et surtout, c'est qu'on vous garde votre place au chaud. C'est-à-dire qu'à la fin de votre séjour, vous pouvez revenir dans votre établissement, vous retrouverez votre place dans la formation, celle que vous aviez acquise, et vous n'aurez pas à repasser par Parcoursup. Bien sûr, il faut évoquer aussi un cas. Je fais une césure et en fait, je suis transformé par ma césure parce que j'ai découvert un nouvel environnement et en fait, je suis plus du tout intéressé par la même formation. Ben, Parcoursup vous emprisonne pas. Si à ce moment-là, vous voulez changer du tout au tout, eh bien, à ce moment-là, vous revenez sur Parcoursup et vous redemandez un autre type de formation que celle que vous aviez acquise au moment de la demande de votre césure. Et puis, je crois que c'est important aussi, euh, ce qui sera important si vous revenez ensuite sur Parcoursup, c'est de valoriser votre projet de césure. Et là, du coup, Madame Messier, ça permet de répondre à plusieurs questions qui se sont posées tout à l'heure. Bien, c'est important du coup de valoriser dans votre fiche de suivi parce que, en quelque sorte, c'est pourquoi vous avez changé d'avis. Qu'est-ce que cette année de césure vous a apporté en soi comme enrichissement personnel, potentiellement professionnel, voilà. Diapo 35. On arrive au dur du dur. Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup? Ça permet de répondre à toutes les questions de notes et autres. D'abord, année de première, les bulletins scolaires et notes des épreuves anticipées de français et celles au titre du contrôle continu du baccalauréat. Et puis l'année de terminale, bulletin des premiers et deuxième trimestres ou premier semestre selon l'organisation du lycée. Par définition, les notes du du baccalauréat qui seront acquises qu'au mois de juillet, elles seront rentrées dans votre dossier Parcoursup au mois de juillet, mais elles n'auront pas pu servir pour l'examen des candidatures qui se fait entre avril et mai. On y retrouve des informations sur le parcours spécifique. On a parlé de PIX. On trouve aussi, est-ce que je suis dans un parcours de cordée de la réussite? On trouve aussi si vous êtes en parcours de section européenne, binationale ou bac français international. J'ai fait l'autre jour, il y a 2-3 jours, j'ai fait une session avec le réseau Abibac de ceux qui ont une scolarité partagée franco-allemand. Bien voilà, ben, ils se retrouvent finalement dans leur dossier. On retrouve ensuite sur la gauche des éléments soit qui sont rédigés par l'élève lui-même, la rubrique activité centre d'intérêt, j'en ai parlé. La lettre de motivation, si elle est demandée par la formation. Les pièces spécifiques ou formulaires. Par exemple, quand vous faites des vœux en STAPS, vous avez un petit questionnaire intégré dans le dossier Parcoursup de manière à répondre. Quand vous faites des vœux sur les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, les DNMAD, vous avez une production artistique. Quand vous faites un BTS photo, vous avez une production artistique à faire pour montrer parce que ça sert à l'évaluation des candidatures. Ceci étant, dans l'essentiel
largement plus que la majorité des formations, c'est simplement votre dossier avec les éléments de notes ou d'appréciation. Et puis, vous avez la fiche à venir, renseignée par exemple l'enseignant du lycée. Alors, je vais revenir dans les diapos qui suivent un peu plus en détail. Diapo 36, on revient sur la question des bulletins scolaires. Sont remontées la moyenne de l'élève par discipline, le positionnement de l'élève dans son groupe ou dans sa classe, c'est quand même de plus en plus le groupe, notamment sur la voie générale, le rang d'élèves, la moyenne du groupe, la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse, les appréciations trimestrielles et semestrielles premier et deuxième trimestre. Pourquoi les questions de rang? Parce que c'est pas la même chose quand vous avez 14 de moyenne et que toute la classe a 14 que quand vous avez 14 de moyenne et que la classe a 10 de moyenne. Vous voyez bien que c'est un élément qui permet de différencier, de regarder différemment une note qui, dans une valeur absolue, représente un certain niveau, mais il faut l'apprécier de manière aussi relative. Attention, oui, aux fake news, Parcoursup ne remonte pas le décompte des absences. Vous l'avez dans Pronote, mais vous ne l'avez pas sur Parcoursup. Si par contre, évidemment, des enseignants ont mentionné dans les appréciations qu'ils ont sur l'élève des éléments d'absentéisme ou d'irrégularité dans la persévérance de l'élève, évidemment que ça sera pris en compte parce que ça figurera. Sauf cas particulier, il n'y a pas de saisie à réaliser. Ces éléments sont remontés directement dans Parcoursup. Parcoursup vous enverra un message vers la fin du mois de mars pour vous dire, ça y est, les notes de votre lycée sont renseignées. Vous allez pouvoir les vérifier. Si vous avez une difficulté, c'est auprès de la scolarité de votre lycée qu'il faut la signaler pour qu'il corrige dans Parcoursup. À noter pour les lycéens, vous ne pouvez pas confirmer vos vœux tant que les bulletins scolaires du deuxième trimestre ou du premier semestre ne sont pas remontés par votre établissement. Évidemment, lorsqu'on est un candidat en réorientation, la situation est différente puisque vous avez déjà toutes vos notes du lycée, il y a même les notes de baccalauréat. Et par contre, les notes de votre scolarité d'étudiant du premier semestre, c'est à vous de les renseigner personnellement. Mais pour les lycéens, dans quasiment 99% des cas, c'est remonté automatiquement par le lycée. Diapo 37 sur la fiche à venir, elle est renseignée par le lycée à l'issue du deuxième conseil de classe. Elle est renseignée avec bienveillance et confiance. Je crois que vous pouvez faire confiance aux professionnels du lycée. Ce matin, moi, j'étais dans une réunion avec des enseignants avant de vous rejoindre. Eh bien, on a parlé fiche à venir et vraiment, je conforte ce que j'ai écrit parce que je l'ai vérifié aussi avec des enseignants. Pour chaque lycéen, la fiche à venir, elle est renseignée et versée au dossier de l'élève de manière automatisée. On y trouve potentiellement une appréciation des spécifiques par les professeurs par discipline, lorsque cette appréciation est distincte des appréciations qui sont déjà figurant dans les bulletins trimestriels ou semestriels. On y retrouve des appréciations du professeur principal sur des compétences transversales. Donc, c'est indépendant des vœux, en quelque sorte. Sur la méthode de travail, je crois qu'il y avait une question d'un parent sur comment on évalue la méthode de travail. Vous voyez, le professeur principal donne son appréciation sur l'autonomie de l'élève, sa capacité à s'investir dans le travail ou encore ses engagements et responsabilités de l'élève dans le lycée ou en dehors du lycée. Et puis un avis du chef d'établissement sur la capacité à réussir pour chaque vœu. Donc au total, il y a une fiche à venir pour chaque vœu fait par les lycéens. La fiche à venir n'est pas consultable au moment où les enseignants la renseignent. Parce qu'autrement, on aurait tous les parents par-dessus l'épaule des professionnels du lycée. Donc, ce comportement n'est pas acceptable. Il faut faire confiance à vos enseignants. Par contre, ce n'est pas une pièce secrète. À compter du 2 juin, vous aurez la consultation de l'ensemble des éléments de la fiche d'avenir. Et je dois le dire, je n'ai jamais vu de situation dans laquelle on découvre dans la fiche à venir des choses qu'on ne sait pas déjà. Donc, relativisez et rassurez-vous. Diapo 38 importante parce que 2 fois vous m'avez interpellé sur cette question, les candidats en situation de handicap. D'abord, premier grand principe auquel moi je tiens, on peut candidater sans évoquer son handicap. S'il n'y a aucune obligation de le signaler. La discrimination à raison du handicap est interdite. Évidemment, on est aussi pragmatique. Sur chaque fiche de formation, il y a un référent handicap dont les coordonnées sont disponibles précisément pour que les parents puissent prendre contact avec la formation, savoir voilà, quelles sont les modalités d'aménagement existants ou pas. Il y a forcément une rupture avec le lycée, donc l'accompagnement qui a déjà existé pour votre enfant, qui va du coup changer dans ce nouvel environnement de formation. Le candidat peut d'ailleurs renseigner une fiche de liaison dans le parcours du dossier d'inscription de l'élève. Il y a une rubrique sur les besoins particuliers dans lequel on peut renseigner cette fiche de liaison.
Ça n'est jamais obligatoire, c'est important de le dire. Et deux, ça n'est jamais transmis aux formations. Par contre, quand le candidat aura prouvé son établissement et qu'il ira s'inscrire, il peut demander à Parcoursup que moi je transmette au référent handicap de l'établissement finalement les éléments qu'il a renseignés dans sa fiche de liaison. L'objectif, c'est quoi? C'est que le dialogue avec le nouvel établissement sur les conditions d'accueil puisse se faire dès le mois de juillet et pas en attendant la rentrée de septembre. Il y a un vrai gain de sérénité, sans doute, et puis de travail bilatéral avec le référent de votre nouvel établissement pour vous accompagner. Et puis, il y a aussi un dispositif un peu exceptionnel lorsque des candidats en situation de handicap n'ont pas pu trouver un établissement ou que l'établissement ne correspond pas à la prise en charge qu'il y a liée à leurs troubles de santé ou à leur handicap, eh bien, la possibilité de solliciter le recteur à travers la messagerie contact. Et il y aura une appréciation personnalisée pour essayer de trouver une solution. Chaque année, il y a de l'ordre de 300 ou 400, souvent des handicaps plus lourds pour lesquels on trouve des situations sur mesure. C'est de la haute couture, de manière à s'adapter au parcours de ces jeunes qui ont des difficultés supplémentaires des autres et c'est bien normal qu'on les accompagne. Diapo 39, pour vous rappeler cette échéance, 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, ça sera la date qu'on a choisi, 23h59 heure de Paris, de la même manière. On fera des rappels, évidemment. Là aussi, n'attendez pas le dernier moment, je crois que c'est une occasion de stress, donc préparez cela, vous trouvez le temps pour préparer ensemble. C'est un point de vigilance à avoir et évidemment, abonnez-vous aux comptes sociaux de Parcoursup parce qu'on vous rappellera l'ensemble de ces échéances. Si on arrive à la diapo 40 et même 41, Normalement, on faisait une petite pause de questions, ouais, si vous souhaitez. Après, vous pouvez je vous continuer, propose qu'on mais aille jusqu'au bout parce qu'en fait, il n'y a pas d'accord, grand-chose derrière. Comme ça, très ça bien, permet de prendre en global et d'avoir plus de continuité si ça vous va. parfait. Quelques éléments aussi pour vous rassurer, parce qu'on a vu comment on fait des vœux, on a vu comment on complète son dossier, qu'on confirme ses dossiers. Et évidemment, si vous allez à la diapo 41, vous vous dites, ouais, mais alors, est-ce que vraiment j'aurai des solutions et des réponses? C'est important de diversifier vos vœux pour développer vos possibilités de choix. La réalité de la phase d'admission de Parcoursup montre qu'on a le choix, puisque Parcoursup propose du choix et des réponses rapidement. 5,6, c'est le nombre de propositions reçues en moyenne par les 650 000 lycéens. 3,2 jours, c'est le délai moyen pour recevoir sa première proposition. Et ça, c'est tout bac confondu. Et vous voyez qu'on les a quand même vite parce que dès le premier jour, 68% des lycéens ont eu au moins une proposition. Au bout d'une semaine, c'est plus de 8 sur 10. C'est une moyenne. Si je prends le bac général, c'est par exemple déjà plus de 9 sur 10. L'objectif que l'on a, c'est de faire en sorte que les lycéens qui vont passer leurs épreuves écrites de baccalauréat à compter de la mi-juin pour le bac général et techno, eh bien, on ait rassuré un maximum d'élèves en leur permettant de choisir en amont de ce temps de choix. Et puis, votre question suivante, c'est, mais alors, si j'ai rien, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a rien, on ne vous abandonne pas en race campagne. Il y a à la fois des candidats qui n'auront pas eu de proposition, à qui on propose de s'inscrire en phase complémentaire, qui s'ouvrira à compter du 11 juin pour faire de nouveaux vœux sur des formations qui ont encore des places disponibles. L'an dernier, c'est 83 000 candidats qui ont trouvé via cette phase complémentaire des réponses à leur projet de formation. Et puis, si on n'a vraiment rien au 1er juillet, nous détectons ces lycéens-là, nous les accompagnons, nous leur proposons de demander un accompagnement du rectorat personnalisé. Ils étaient 22 000 candidats, il n'y avait pas que des lycéens, mais aussi des étudiants qui nous ont sollicités en 2025 et à la fin de la procédure Parcoursup, il n'y avait que 38 lycéens à qui nous n'avions pas trouvé de proposition. Je rappelle que les lycéens au départ sur Parcoursup 2025 étaient 650 000. Alors on peut toujours faire mieux, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est à 38, mais ceci étant, ça montre que, on vous accompagne et on ne vous laisse pas tout seul au bord du chemin. Diapo 42, même 43, sur nos conseils de manière synthétique par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce matin. D'abord, prenez connaissance du calendrier de Parcoursup, des modalités de fonctionnement. Il y a beaucoup d'outils qui sont sur la plateforme parcoursup.gouv.fr. Il y a des outils dans le dossier des candidats. Je vous dis, quand vous vous inscrivez, que vous commencez à formuler des vœux, dans votre dossier, il y a une petite vidéo sur faire des vœux, formuler ses vœux. Il y aura une petite vidéo, comment on confirme ses vœux, comment on complète son dossier.
Anticipez, n'attendez pas la dernière minute, il faut trouver son bon tempo. Et puis, quand on est en seconde, en première, eh bien, on peut non seulement utiliser Parcoursup, mais aussi les outils qui sont sur la plateforme Avenir, notamment, je pense, l'outil qui s'appelle Mon Projet Sup, qui est fait pour aider les élèves à dialoguer avec leurs professeurs principaux sur leurs perspectives de choix. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos enseignants parce que ces outils existent directement dans votre lycée. Faites des vœux pour des formations qui vous intéressent sans autocensure, en pensant à diversifier. Si vous diversifiez en mars, vous vous donnez plus de choix en juin. C'est ça la règle toute bête. Ne formulez pas qu'un seul vœu, c'est une prise de risque trop importante. Et je vous dis, moi, au mois de mars, on vérifiera qui a fait ou non des vœux. Et on fera des messages ciblés dont les parents auront connaissance s'ils ont renseigné leurs coordonnées dans le dossier de leur enfant, avec toujours un seul et même objectif, permettre à chacun de diversifier ses voies et d'avoir le maximum de possibilités de choix au mois de juin. Ne restez jamais seul avec votre question. Il n'y a pas de questions sottes, idiotes ou inappropriées. Il y a des questions qui vous intéressent. Vous pouvez dialoguer avec vos parents, évidemment, à vous, avec vos enfants. Il faut trouver la bonne distance, évidemment, mais dialoguer aussi avec des étudiants ambassadeurs, à l'occasion des journées portes ouvertes, à travers les enseignants du supérieur. Toute parole humaine, tout dialogue est toujours bon à prendre. Ne restez pas seul face à la plateforme pour uniquement vous contenter des informations qu'elle vous dispense. Préparez-vous à choisir. Parfois, on l'oublie, on se dit, Parcoursup, c'est long, mais en même temps, certains voudraient que ça soit encore plus long et finalement, qu'on choisisse jamais. Ben voilà, la vie, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer, mais choisir, c'est aussi faire un premier pas. Et il faut dédramatiser tout cela. Parcoursup, c'est une première étape. On a le droit de se réorienter. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Ne pensez pas que vous jouez votre vie sur Parcoursup. C'est un premier accès à une première année d'enseignement supérieur. L'an dernier, il y avait 183 000 étudiants en réorientation. Donc, si on se réoriente, on n'est pas tout seul non plus. Donc voilà, faites-vous confiance sur ce qui vous intéresse. Et puis je le dis aussi en creux, euh, si votre enfant ne sait pas ce qu'il veut faire, c'est pas une maladie, ou alors s'il y en a une, moi je l'ai eu aussi. Voilà, ce qui est important, c'est d'essayer de se poser des bonnes questions. Et puis peut-être qu'on choisira pas la bonne tout de suite, mais que ça se fera chemin faisant. Il n'y a pas que des lignes droites, il y a aussi des lignes qui vous sont personnelles, qui sont plus ou moins sinueuses. Il n'y a pas une seule et unique stratégie. Il y a la stratégie qui ressemble à votre enfant et celle dans laquelle il se sent à l'aise. Diapo 44, les services qui sont là tout au long de la phase de Parcoursup, de la procédure Parcoursup pour répondre. Un numéro vert, évidemment, accessible depuis l'étranger, accessible depuis les Outre-mer, évidemment, avec des fois des numéros spécifiques dans les Outre-mer pour s'adapter aux créneaux horaires évidemment différents, la messagerie contact dans le dossier des candidats, les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes très présents pour dispenser des alertes, des petits conseils, des rappels, pour répondre à des questions individuelles aussi parfois. Il y a un canal d'actualité WhatsApp qui peut être très utile là aussi parce qu'on dispense pas mal d'infos, des tutos vidéo, des quiz, une FAQ très riche et je pense notamment, vous pouvez en gros, je pense sur la FAQ, trouver toutes les réponses aux questions que vous vous posez. On l'a enrichi chaque année depuis 8 ans, voilà. Et puis il y a même un site d'entraînement, vous pouvez le retrouver dans l'espace ressources et il est utile au moment où on prépare sa phase d'admission. On n'en est pas encore là, je crois que maintenant on en est à l'expression des vœux. Une dernière slide pour finir sur un point qui est important. Devenir étudiant, c'est choisir une formation, c'est aussi rentrer dans un nouveau cycle. Il y a des bourses sur critères sociaux, il y a des aides à la mobilité, il y a le logement en résidence universitaire. Parcoursup relaiera auprès des lycéens et auprès des parents les dates d'ouverture du dossier social étudiant. On travaille en ce moment d'ailleurs avec les fédérations de parents d'élèves et avec le CNUS sur le rapprochement des calendriers d'attribution des logements en Crous et du calendrier de Parcoursup avec toujours un même objectif, permettre de mettre les lycéens et leurs parents dans les meilleures conditions de choix et en connaissance de cause. Des éléments aussi sur la santé, parce que voilà, c'est l'affiliation au régime général de sécurité sociale. C'est forcément une étape
Voilà, votre enfant mûrit, grandit, et c'est une bonne chose, même si voilà, Parcoursup est une étape dans ce processus d'émancipation et de mûrissement de votre enfant. Donc voilà, j'espère que la présentation a répondu à vos questions. On en a encore dans quelques minutes pour répondre à quelques-unes d'autres. On a des questions plus spécifiques, on va dire, sur le DU Paréo. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte si on ne sait pas faire, enfin si on ne sait pas ce qu'on veut faire, ou est-ce que c'est... Oui. Alors, la question est quand même un peu... Enfin, c'est une double question. Est-ce une bonne chose si on ne sait pas ce que l'on veut faire, ou si nous ne sommes pas acceptés à aucune, enfin, si nous sommes acceptés à aucune formation demandée? Le DU Paréo est un vœu. Le DU Paréo est un vœu, vous l'avez dit. En fait, si on a le droit de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Après, la question, c'est, vous pouvez quand même essayer d'y réfléchir. Il ne faut pas que ce soit un choix par défaut en disant, bah, finalement, je ne fais pas l'exercice de réfléchir à ce que je veux faire et je fais un choix par défaut. C'est jamais bon de faire des choix par défaut. Après, cette formation existe parce que, évidemment, certains lycéens peuvent avoir plus de difficultés que d'autres à appréhender leur trajet dans l'avenir. Voilà, ce n'est pas le cas de tous, donc ces formations existent aussi pour cela. Le lycée de provenance est-il pris en compte dans l'évaluation des candidatures? Très clairement, est-ce qu'il apparaît Oui. dans les dossiers? Alors, c'est pas la même question, hein. Est-ce qu'il apparaît? La réponse est oui. Est-ce que c'est un critère en soi? La réponse est non. Voilà, c'est une information qu'on communique aux établissements, ça n'est pas, et il n'y a pas de discrimination en fonction, vous venez d'un lycée public, vous n'avez pas plus de chance quand vous venez sur un lycée privé sous contrat. Voilà, donc je crois qu'il faut aussi rassurer tous les élèves. Vous savez, moi j'ai eu mon neveu sur Parcoursup il y a 2 ans, et à l'occasion du repas de Noël, où il me dit il faut que je change de lycée parce que mes copains me disent que dans le lycée d'à côté, on note bien mieux que dans le mien. La réalité, c'est qu'en fait, je lui dis, mais alors, si du coup, dans ton lycée, vraiment, on est si discriminé que ça, il n'y a plus personne dans ton lycée, tu es le dernier des Mohicans. Bah non, c'était toujours le lycée le plus demandé. Donc, vous voyez, il faut relativiser. Vous avez parlé de bruit de couloir tout à l'heure. Je crois que ça fait aussi, il y a une angoisse par rapport à ça. Est-ce que je suis dans le bon lycée? On a évoqué tout à l'heure, est-ce que je suis dans le bon rang? Est-ce que je suis dans le bon groupe? Voilà, je pense qu'il faut vraiment se rassurer tous à l'occasion. Les résultats de Parcoursup, je vous l'ai montré dans une des slides tout à l'heure, 93% des lycéens ont eu au moins une proposition en 2025. Ils en ont 68% à être dès le premier jour, donc ils ne sont pas 68% des 650 000 lycéens dans le même lycée. Donc voilà, il faut relativiser ces éléments d'information-là. En ce qui concerne les concours de prépa intégrés, comme les GPI Polytech, Avenir, Puissance Alpha, Advance, etc., dont les épreuves ont généralement lieu entre mars et avril, comment Alors, pas être entre certain... mars et avril, pas entre mars et avril, entre avril et mai. Là, Ils voilà, ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas faire d'épreuves tant que les vœux ne sont pas confirmés. très bien. Donc déjà, ça répond à une des questions. Et la deuxième partie de la question, c'est comment être certain de ne pas, on va dire, brûler un vœu ou un sous-vœu sur Parcoursup, alors que les résultats définitifs ne seraient connus qu'en mai ou juin. Je pense qu'il y a une inquiétude par rapport en fait Bah, aux résultats des concours et au fait que comment dire, enfin, par nature, on doit gérer une forme d'incertitude. C'est le cas. Que vous ayez un concours ou pas de concours, dans toute façon, il y a un examen de candidature. C'est simplement une modalité particulière de l'examen de candidature. Mais enfin, je comprends, mais vous pourriez vous poser cette question, est-ce que c'est risqué de brûler un vœu pour ça, pour toutes les formations? exactement. C'est pour ça qu'on vous donne des éléments d'appréciation pour toutes les formations sur votre capacité quand vous faites le simulateur, en mettant votre profil. Voilà, est-ce qu'on peut être pris? Voilà, donc c'est d'ailleurs, vous voyez, c'est une bonne. La réflexion collective amène aussi à répondre. Vous m'avez dit tout à l'heure, il y a des parents qui étaient inquiets en disant oui, mais il n'y a pas la moyenne avec l'option, etc. Mais en fait, quand il y a des concours, vous voyez bien que c'est pas aussi un autre élément où il n'y a pas que l'option qui va rentrer en ligne de compte, il y a aussi l'élément de concours. Ce qu'on donne, c'est des éléments d'appréciation à partir de ce que sont les admis dans les formations, et donc c'est fiable à l'égard, quelles que soient les modalités en quelque sorte. Mais voilà, vous avez 10 vœux, c'est fait aussi peut-être pour qu'il y en ait un qui soit brûlé, si je reprends l'expression que vous m'avez indiquée, mais sans que vous cherchiez à faire 10 vœux à risque. Tout à fait. Là, c'est pour repréciser, est-ce que les formations auxquelles on postule voient les autres formations auxquelles Non, on a candidaté? Voilà.
Euh, Concernant la césure pour service national, comment se passe-t-il si l'enfant n'est majeur qu'en fin d'année, par exemple? Ça, c'est à voir avec les armées. Oui, regardez, enfin, dans le petit bouton césure, mais même si vous allez là sur Internet aujourd'hui, sur le ministère des Armées, il y a une page dédiée sur le service national. D'ailleurs, je pense que dès la semaine prochaine, on mettra une page dédiée sur Parcoursup Service National. Ça permet aussi de relayer de l'information. Mais ça, c'est vraiment à voir pour les armées. Ce qui les intéresse, évidemment, c'est les jeunes entre 18 et 19 ans. Très bien. Là, ça va être une question, on va dire, un peu générique, qui est valable, je pense, pour beaucoup d'autres points. À quel endroit renseigne-t-on le fait que l'élève a suivi, par exemple, un cursus bachelor US ou des spécificités? Enfin, à quel endroit peut-on mettre ce genre d'informations? C'est-à-dire, soit vous avez des éléments qui remontent automatiquement via Parcoursup, par exemple, j'ai évoqué section européenne, binationale, bac français international, soit c'est des éléments qui ne remontent pas directement dans votre scolarité, et ça peut être dans la rubrique activité d'intérêt, c'est vraiment ça où vous pouvez apporter des éléments de votre expérience, de votre parcours. Il y a même une rubrique éléments liés à la scolarité, si c'est vraiment un élément très spécifique de scolarité à mentionner. Bien. Pareil, comment faire pour demander un aménagement de temps de travail pour la pratique d'un sport de haut niveau ou pour la pratique de musique? Parce qu'effectivement, souvent, Alors, on c'est très parle juste. du sport, mais pas beaucoup de la musique. Vous avez raison, il y a deux onglets dans la carte des formations, le moteur de recherche. Sur les aménagements spécifiques, c'est tout en bas à gauche, dans lequel vous verrez, on a demandé aux formations qui proposent des aménagements de le signaler sur la carte des moteurs de recherche. Et vous pouvez en filtre de manière à voir les formations comme aménagement pour les artistes confirmés. C'est parce qu'on n'a pas mis artistes de haut niveau, ça fait un peu bizarre. Ok. Euh, et puis sur sportifs de haut niveau aussi, je précise pour les sportifs de haut niveau, deux choses. Je fais avec l'Agence nationale du sport une session dédiée le 2 février pour les jeunes sportifs de haut niveau et leurs parents d'information. Et puis pour ces jeunes-là, ils doivent renseigner sur Parcoursup leur numéro, je crois qu'il s'appelle SPSQS, qui est leur numéro d'identification au ministère des Sports. Ça nous permet aussi de vérifier, parce que l'année où on a fait un croisement des listes avec les fichiers, on s'est aperçu qu'il y avait un tiers des sportifs de haut niveau qui étaient des sportifs du dimanche, un peu comme moi. Voilà, on fait donne la vérité des prix. Et quand les élèves renseignent leurs éléments, on récupère du ministère des Sports des informations sur leur club d'appartenance, sur les compétitions auxquelles ils participent. Voilà, tous éléments de nature sur lesquels on informe les formations, parce qu'il y a aussi beaucoup de formations aujourd'hui qui sont intéressées par ces parcours-là un peu atypiques, mais qui, à la fois, pour encourager cette pratique duale entre un enseignement académique et puis un enseignement, enfin, une pratique sportive à haut niveau. En ce qui concerne les bourses, quelles sont les Oui. bourses prises en compte en fait dans l'étude des dossiers, puisque sur En le fait, système il n'y a Parcoursup, Il n'y a aucune bourse prise en compte dans l'étude des dossiers, je le précise. Les formations n'appréhendent pas cette dimension-là. Par contre, c'est Parcoursup qui, lui, va prendre les boursiers du lycée, sur lequel il y a une priorité d'accès pour les lycéens boursiers du lycée. Ça fera partie, je ne veux pas déflorer notre session du mois de mai, mais on l'évoquera au moment de la session du mois de mai. Ça fait après que les classements aient été faits par les formations. très bien. Les lycéens ayant des aménagements style PAP, PPS, PAI, doivent-ils refaire les dossiers avec les universités ou les dossiers sont-ils transmis? Alors, en ce qui concerne les PPS et les notifications MDPH, mais est-ce que justement Alors, cette Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la fiche de liaison. En fait, dans la fiche de liaison. Alors, première chose, c'est qu'on va passer dans un autre environnement. Vous étiez dans le secondaire, vous passez dans le supérieur. C'est aussi une autre approche pédagogique, donc des autres modalités particulières d'accompagnement. Deuxième chose, c'est que c'est important pour ceux qui le veulent renseigner les PPS, PAP et autres dans la fiche de liaison. Je rappelle que cette information ne sera jamais transmise aux formations au moment où elles examinent les candidatures, mais que vous pourrez me demander de transmettre au référent handicap une fois que vous avez choisi l'établissement, précisément pour que le dialogue se fasse avec le référent handicap de l'établissement pour aménager votre parcours. Dernier élément aussi, peut-être que la PEP pourra le relayer parce que c'est toujours important. Le 28 janvier, donc c'est-à-dire mercredi prochain, je crois que c'est à 14h30, je fais avec l'ONICEP et l'association Droit au Savoir un webinaire dédié à la question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap, dans lequel, avec Katia Couton, qui est présidente de Droit au Savoir,
on répond à des questions très concrètes comme celles que vous devez me poser, mais démultipliées évidemment. Donc, tout cela figure sur les réseaux sociaux de Parcoursup, donc raison de plus pour vous abonner. Et puis, on donnera le lien aussi d'enregistrement de cette session à tout le monde. Je crois que c'est toujours utile à relayer auprès des parents pour qu'ils, quand ils sont concernés par cette situation, aient toute la meilleure information disponible possible. Bien. Comment faire pour candidater à un CAP après un bac général, car ce n'est pas possible dans Parcoursup? Oui, c'est pas possible dans Parcoursup. On candidate qu'à des formations, soit niveau bac, soit post-bac. Après, renseignez-vous peut-être auprès d'un CIO de manière à connaître comment vous pouvez aller dans tel ou tel. Je méconnais pas que c'est une question qui se pose de plus en plus parce qu'on voit Oui. des parcours des fois de jeunes post-bac. Ceci étant, si je commence à Parcoursup à mettre tout, vous voyez, vous me direz à un moment, et pourquoi Parcoursup c'est devenu Amazon? Voyez, il faut trouver quand même une identité aux formations. Il y en a déjà 25 000, c'est une forme d'ivresse. Je ne peux pas en passer à 40 000. Voilà, même si j'entends que ça peut répondre à des parcours et des demandes personnelles. En tout cas, aller vers les CIO, je crois que c'est une bonne source aussi pour vous renseigner. Et puis ne pas oublier de remplir quand même un dossier Parcoursup, puisque un CAP, c'est en général 15 places. Et voilà, il vaut mieux assurer quand même une place quelque part. Absolument. Pourriez-vous préciser ce que l'on entend par cordée de la réussite et comment elle est prise en compte? En fait, les cordées de la réussite, ce sont des dispositifs d'accompagnement mis en œuvre qui associent des lycées ruraux ou des lycées dans des quartiers politiques de la ville d'une manière générale, et puis des établissements post-bac avec un objectif, c'est de donner à voir à des jeunes dont l'environnement scolaire ou familial est peut-être pas le plus connaisseur de l'enseignement supérieur, des éléments d'ambition scolaire, en connaissant mieux. Les jeunes qui sont en cordée de la réussite sont recensés par les lycées et nous leur proposons sur Parcoursup de communiquer cette information aux formations post-bac. Nous avons sensibilisé les formations post-bac à cette réalité. Il y a 40% des formations post-bac qui nous disent que dans leurs critères, elles vont prendre en compte cette réalité-là. La réalité, c'est qu'elle l'est puisque les lycéens qui ont renseigné et ont accepté de communiquer, ils ont un taux de proposition légèrement supérieur aux autres. Donc, c'est une occasion de valoriser aussi ces parcours de jeunes dont peut-être l'environnement social et familial est moins initié à l'enseignement supérieur. Donc, c'est une vraie politique d'égalité des chances. Oui, mais pour être parfaitement clair, ce n'est pas le jeune qui décide de s'encorder. C'est bien un Oui, établissement qui est encordé voilà. par rapport à un établissement du supérieur. C'est bien un lycée qui s'encorde C'est auprès d'un établissement du supérieur. le lycée qui est encordé et qui nous dit qui dans son lycée est Exactement. inscrit dans Voilà. une cordée de la réussite. Là aussi, si on le laissait à chacun, j'aurais peut-être des fois plus de gens en cordée de la réussite qu'il y a de candidats sur Parcoursup. Donc, vous voyez, il faut, disons que j'ai confiance, mais que la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Et j'ai une question spécifique sur le concours IEP. Faudra-t-il payer le concours sur la plateforme Parcoursup? Elle revient à 10 Oui, fois, cette question. c'est via la plateforme Parcoursup que vous réglez les frais de candidature et ça permet que nous puissions dire à Sciences Po, ben voilà, tous les dossiers sont complets, paiement compris. Mais je précise pour ceux qui auraient un moment un doute, Parcoursup ne prend aucune commission, Parcoursup ne reçoit aucun fonds, Parcoursup est entièrement gratuit et désintéressé. Ce sont des formations qui se servent de Parcoursup et on vous donne les liens de paiement, PayPal, Pay je sais pas quoi ou autre. Et c'est à vous de faire l'organisation. Simplement, quand vous aurez payé, on aura la confirmation que vous l'avez fait et on donnera cette confirmation à Sciences Po en l'occurrence. Ça permettra de s'assurer que votre vœu est bien confirmé et sera donc bien transmis pour l'examen. Très bien, je vous remercie beaucoup. Le restant des questions qui ont été posées, je propose effectivement que les personnes nous contactent via la fédération PEP s'il y a des questions plus spécifiques. Sinon, ce webinaire sera de toute suite diffusé à partir de la semaine prochaine. Il me semble que le PowerPoint sera aussi transmis effectivement aux personnes qui se sont inscrites. Donc rien, voilà. Et puis surtout, allez consulter le site Parcoursup et les FAQ. Vous avez quand même un nombre incalculable de réponses dans Parcoursup. Et toutes les années, tous les ans, il y a des choses qui se rajoutent. Donc voilà, vraiment, allez sur Parcoursup pour consulter. N'oubliez pas que vous pouvez mettre aussi tout ce que vous souhaitez dans les rubriques autres centres d'intérêt. Ça, il faut vraiment les remplir. C'est aussi une façon de pouvoir justement mettre en valeur les compétences de votre enfant. Merci, Monsieur Teilhard, pour ce long temps d'échange. Et Merci à vous. on vous dit au mois de mai.
pour notre Très bien. troisième et dernier webinaire sur Parcoursup 2026. Merci Merci, infiniment. merci Merci Alice Gisbert. beaucoup.